Super. Ok, merci à tous d'être là. Et comme Talks numéro 14, aujourd'hui, on va accueillir Andrea Albrizio. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, je pense que tout le monde le connaît, mais voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a lancé une marque de vêtements avec comment dire, avec une technologie, une innovation. Donc, c'est pas tout le monde qui a l'occasion de réussir à faire ça. D'ailleurs, en e-com, souvent, on parle du fait qu'il a inventé la roue. Lui, pour le coup, il a réinventé la roue et je crois qu'il l'a très bien fait parce que son premier lancement s'est plutôt bien passé. Alors, il est au centre souvent de controverses sur Twitter et sur d'autres plateformes. Mais là, on va parler plutôt de marque, de lancement de marque, création de marque, comment brander. Voilà. Et il va un peu nous raconter aussi son parcours. Ça va être l'occasion pour tout le monde d'apprendre à le connaître, de voir en fait quelles a été les épreuves qu'il a dû traverser. Et j'espère que vous allez en retirer beaucoup de value pour vous-même peut-être lancer vos marques ou bien adapter des. Et j'espère que vous allez en retirer beaucoup de value pour vous-même peut-être lancer vos marques ou bien adapter des conseils à vos brands actuels ou quoi. Andrea, merci d'être là. Ouais, bah écoute, ça fait plaisir. En vrai, j'ai hâte de pouvoir raconter un peu, parce que c'est vrai, sur Twitter, je fais pas mal de bruit à chaque fois, mais toujours, je fais un peu le golemon, je fais un peu le débile, ou je sais pas, j'essaie de faire des vues. Ça va être marrant de pouvoir parler un peu plus en mode sérieux, expliquer un peu plus ce que je fais, et surtout essayer d'expliquer une vision un peu opposée à com de ce que je peux faire d'habitude, vu qu'à la base, moi, je suis pas du tout un mec qui fait de l'e-com. La preuve, j'ai appris il y a 2 semaines ce que c'était un pixel, et là, je suis en train de comprendre ce que c'est du Ah, ça, CSS. on a vu, mec, hein, que t'avais appris un pixel. Donc en vrai, je vais pouvoir donner le truc un peu opposé et surtout en vrai expliquer comment c'est marrant, parce que là, de plus en plus, je me remets du coup dans des bails d'e-com. Enfin là, je suis en train de gérer les ads, je suis en train de me définir un petit budget de ce qu'on va pouvoir se plaindre en ads pour le drop 2. Donc je suis en train d'apprendre plein de trucs, et en fait, c'est la vision opposée où je suis parti dans l'opposé de l'e-com et j'ai fait tout l'inverse. Et du coup, maintenant, j'y reviens. Donc je suis en train d'apprendre plein de trucs, et en fait, c'est la vision opposée où je suis parti dans l'opposé de l'e-com et j'ai fait tout l'inverse. Et du coup, maintenant, j'y reviens. Mais du coup, ça va être marrant de raconter tout ce qu'il y a eu avant, et voilà quoi. Ok, très lourd, très très lourd. Bah écoute, on va pas perdre de temps. Bon, juste, je rappelle les gars, là pour le moment Andrea va parler un peu plus, mais vous pouvez commencer à poser vos questions. Plus tard, vous pourrez demander pour monter et Ouais. directement intervenir. Tu, Et ouais. Ouais, tu veux qu'on structure comment? Parce qu'en vrai, le problème, c'est que j'ai toujours mille choses à raconter. Je sais pas forcément ce qui va intéresser les gens. Il y a combien de temps en tout? Enfin, le speech que je fais au début, genre le monologue que je fais au début, il dure combien de temps? Au moins, je dis pas des choses qui servent à rien et je suis efficace pour autant que j'ai, quoi. Ok, ben moi je pense pendant déjà là tu vas commencer directement par nous raconter ton histoire en commençant par tes études que tu as faites Ouais. avant de faire donc le défilé que tu as dû faire, pourquoi tu as innové dans ce défilé et finalement qu'est-ce qui t'a amené à faire Aaron Trill après et après je pense on va de toute façon les questions vont arriver tout ça. Donc Ok, même que moi on a combien de temps au début? J'ai combien de temps au début là pour raconter le parcours vite fait? Ah, si tu fais un petit franchement résumé, en vrai, 10 minutes, c'est déjà bien, je pense. Ouais, ouais ouais ouais, c'est large. On est large de toute façon. ok, bah en gros, du coup, moi pour raconter vite fait, moi là-bas, je viens d'un petit endroit partout du paumé dans le sud de la France. Et j'ai des darons, genre vraiment hyper stricts, mais genre vraiment de ouf. Faut savoir, genre, j'ai jamais vécu avec un téléphone, j'ai vécu au début sans. Et tout, j'ai eu mon premier téléphone en terminale, j'avais pas le droit à internet, j'avais le droit à rien. Quand mes darons, si j'avais pas 18 en cours, un truc comme ça, mes darons, ils m'enfermaient dans des pièces en mode je restais et je devais rien faire pendant une journée. Et en gros, tout ça pour dire, je passais mon enfance en m'ennuyer tout T'es seul. Harry Potter, toi, en fait. Bah, c'est vrai, je suis de ouf. En gros, non, mais c'est anecdotique, mais j'ai passé mon enfance à m'ennuyer. Et au final, aujourd'hui, je pense que c'est ça qui m'a donné une grosse partie de ma créativité. Et j'adore m'ennuyer et pas parfois à rien faire. Mais du coup, j'ai toujours été un gars hyper tourné vers les études, hyper tourné vers travailler depuis le début. J'étais éduqué comme ça. Et c'est pour ça qu'au final, maintenant, bah, heureusement ou malheureusement, je sais faire que ça et je passe ma vie à faire ça, parce que tout ce qui est social, socialiser avec les gens, avoir des potes, sortir et tout, c'est des trucs que je sais pas trop faire, parce qu'au final, j'ai jamais trop fait tourner cette éducation comme ça. Et du coup, en vrai, je commence par un bac scientifique. À la base, j'ai un bac scientifique et je voulais faire astrophysicien. J'étais une tête en maths et à un moment, en terminale, je me dispute de ouf avec mes darons. Et mon daron, il m'embrouille de ouf. Et du coup, ben, je me dis, bah, j'ai envie de faire un truc qui va détester. Et donc, je me dis, je vais faire les études qui va le plus détester. Du coup, je tape sur Internet à l'époque, qu'est-ce que je peux faire comme étude et qui va détester. Et du coup, je me dis, ok, la mode, ça a l'air d'art, c'est radicalement opposé à ce que je vais faire. J'ai jamais fait d'art de ma vie. Donc, je dis, fini les maths, fini la science, et je vais faire de la mode. Et à l'époque, je me revois taper sur Internet, c'est quoi les meilleures écoles de mode. Je vois un petit peu les meilleures écoles de mode. Je vois que ça coûte hyper cher et surtout que je ne sais pas du tout comment faire. Donc, je commence par faire des petits portfolios. Les petits portfolios, c'est les petits carnets qu'il faut faire pour postuler en école de mode, les dossiers. En fait, le truc qui était galère en école de mode, c'est qu'ils s'en foutent des notes, ils veulent juste voir ta créativité. Donc, je postule en école de mode, je sais pas comment je fais, je suis pris partout. Et le gros problème qui arrive, c'est que bah, ça coûte une blinde des études de mode, et mes darons, ils voulaient pas du tout financer, pas forcément les moyens pour financer. Donc, en gros, à 17 ans, je tombe un peu dans une sorte de premier e-com marketing mode un petit peu, où en gros, j'ai quoi? J'ai 16 ans et demi, on est confiné, donc il n'y a pas de bac, donc j'ai pas le bac à passer, j'ai été pris dans une bête d'école et il faut que je fasse des tals pour payer mes études. Du coup, à l'époque, je fais quoi? Je vais en free, j'achète un premier jean, je prends un logo derrière
et je le mets en vente sur Vinted où je fais une vidéo, j'explique que je fais ça pour vendre mes études en 1 heure. Alors j'avais 0 abonné, en 1 heure je vends le jean. Et après, j'ai un petit peu comme ce qu'on fait en e-com, j'ai scale le truc où je me suis mis à aller dans toutes les fripes, tous les Auchan que je pouvais trouver surtout. J'ai acheté des jeans, je peignais les logos derrière, ça me coûtait 10 € le produit en tout à faire et je le vendais 100 balles. Et je faisais que des TikTok en mode je vais essayer de payer mes études, faut essayer de payer mes études et tout. Et en deux mois, j'ai fait des millions de vues et j'ai fait 100 000 € avec cette marque qui m'ont permis de financer mes premières études. Et suite à ça, et à l'époque, c'était vraiment un truc à l'arrache. Faut se dire, genre, imaginez tous les colis, j'écrivais les adresses à la main dessus. J'habitais dans une maison au bon milieu de la campagne, j'avais pas de voiture, j'avais pas de permis, personne qui pouvait m'accompagner à la poste. Donc je prenais un sac, le seul sac que j'avais, et je mettais genre 10 commandes par 10 commandes, et j'allais à la poste, puis la poste, elle allait mettre à pied, puis j'y allais, je faisais le retour et tout, parce que personne d'autre. Vraiment voir le truc, j'étais paumé au milieu de rien. Et en gros, après, quand je commence les études, je déménage à Paris. Et là, c'est un peu où tout change, parce que je me retrouve d'être un mec qui avait zéro liberté, enfermé dans le sud de la France, au milieu de la forêt, à partir à Paname, avec beaucoup trop d'argent pour un mec de 17 ans, dans une super école. Et dans Paname, tu peux tout faire. Enfin, dans Paris, tu peux tout faire, ça change tout. Et du coup, là, j'ai commencé les études de mode. Au début, vraiment, ça moins intéressant, je vais m'en parler, mais c'était vraiment purement créatif. C'était des études de mode. Le but de c'est de faire des trucs créatifs, des trucs qui servent à rien, qui sont importables. C'est vraiment le délire de trucs que vous voyez sur Insta, et vous dites, c'est qui ces connards de fashion, à quoi servent ces trucs qu'ils font. Je faisais ça, et en vrai, ça m'éclatait. J'adore toujours faire ça, et je kiffe trop. Mais c'est un autre débat, c'est vraiment purement artistique, t'as pas de réalité business derrière. Et je fais mes études autour de ça, je fais mon étude, et en dernière année, je suis sélectionné à la Fashion Week de Paris. La Fashion Week de Paris, c'est le saint graal de n'importe quel designer parce que le défilé que j'avais, juste après, tu avais Louis Vuitton, juste après, tu avais Yves Saint Laurent. Il y allait avoir des grosses personnes dans mon défilé et j'allais présenter des trucs uniquement artistiques. Et donc, à l'époque, j'ai eu conscience de ça. C'était il y a 2 ans. J'ai eu conscience de. Ouais, non, c'était été dernier. Donc, c'était pas cet été-là, c'était l'été dernier. J'ai eu conscience de ça et je me suis dit, merde. Si je vais à cette Fashion Week, que je suis sélectionné et que je fais juste des trucs artistiques, ça va être d'art. Tout le monde va dire que c'est cool, que j'ai fait des beaux trucs. Et ensuite, les gens vont m'oublier parce qu'en fait, il suffit d'attendre 3 mois, tu as une nouvelle Fashion Week, tu as un nouveau designer, tout ça. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse 2 trucs pour cette Fashion Week. Un, il faut que je me lance à fond sur les réseaux sociaux. Au moins, je vais capitaliser autour de ça et me créer une sorte d'audience. Donc, des gens qui potentiellement, après, vont acheter mes projets. Et deux, il faut que je fasse un truc que personne n'a jamais fait. Parce qu'en vrai, des nouveaux créateurs qui émergent et qui font des looks importables bizarres, il y en a plein. On est genre 5-6 à chaque nouvelle Fashion Week. Bon, dans le top 5-6, mais il n'y en a pas un meilleur que les autres. Vous faites tous tellement des trucs bizarres que chacun il est bizarre à sa manière et il n'y en a pas un meilleur que les autres. Donc, je me suis dit, si je veux percer, faut que je fasse un truc différent, autre chose que le vêtement. Et à l'époque, j'étais allé dans un défilé et j'ai vu que dans un défilé, personne regardait le défilé et tout le monde filmait le défilé et du coup regardait ce qu'il filmait par le téléphone. Mais personne regardait directement avec ses yeux, tout le monde tenait le téléphone. Et là, je me suis dit, putain, banger. En fait, la réalité augmentée, si je fais un petit système où en gros, dès que tu filmes le vêtement, tu as un truc en réalité augmentée qui sort derrière le vêtement, mais en fait, c'est pas un nouveau truc que je dois demander aux gens parce qu'ils ont déjà ce fun et c'est nouveau, personne ne l'a fait. Et en plus, j'aimais pas trop la vision du métaverse, de dire qu'on va tous être digital ou des NFT, qu'on va tout être digital, qu'il n'y a plus de vêtements physiques. Du coup, avec la réalité augmentée, ce qui était cool, c'est que le vêtement physique était déjà là, mais en gros, en digital, tu avais une extension du vêtement. Et sans trop chercher à comprendre, je build un truc qui permet de faire ça avec une startup que j'avais rencontrée qui, vu que j'avais des abonnés, m'a aidé à financer le truc. Et en fait, sans m'en rendre compte, j'étais le premier à faire ça. Et vu que j'étais à la Fashion Week de Paris, qui avait une grosse visibilité, ça m'a fait percer de fou. Je suis sorti du défilé, j'ai eu un article dans Vogue, qui est un des plus gros médias mode, j'ai eu un article dans GQ, j'ai rencontré des premiers investisseurs, j'ai encore plus explosé sur les réseaux, et j'ai eu un gros article qui a fait la une de tous les journaux en mode Andrea Albrizio, le mec qui va révolutionner la mode. Alors qu'à l'époque, j'avais vraiment fait ça un peu au pif, j'avais pas du tout prévu de révolutionner la mode, je voulais juste avoir de la visibilité sur le défilé. Et suite à ça, tu as des gens de New York qui m'ont contacté et du coup, 1 mois après, on m'a invité à New York pour faire un deuxième défilé à la Fashion Week de New York. Ça, c'était incroyable parce que j'étais allé dans l'avion, j'ai découvert la business class pour la première fois et tout. C'était fou, un lit dans l'avion et tout. Et après, à New York, tu as des gens du gouvernement chinois qui m'ont repéré. Et du coup, on m'a invité en Chine avec un avion privé chinois pour aller faire un défilé en Chine. Ça aussi, c'était incroyable. J'ai fait un défilé pendant la Fashion Week de la Chine. Putain, la folie, mais Ouais, mon micro il est coupé, mais je me tape des barres là. C'est incroyable, c'est quoi cette vie, frère? J'ai ramené mon daron et je me revois avec mon daron dans l'avion chinois. En fait, ce qui était fou, c'est que dans la business class, déjà, moi j'avais juste pris l'avion quelques fois et j'avais des sièges normaux. Déjà, dans la business class, c'était un lit, je trouvais ça phénoménal. Et dans l'avion chinois, t'avais un lit 3 places, les king size que les gens ils doivent avoir à Dubaï. Un chacun avec mon daron. Quand on est monté dans l'avion, on faisait que rire avec mon daron, on était estomaqués. On avait une dame chacun qui me servait du champagne. Moi, en plus, dans l'avion chinois, on avait pu demander en amont ce qu'on voulait. Du coup, j'avais ramené, et on avait un truc. Est-ce que c'est qu'ils sont chinois et que la Chine s'est fermée? Est-ce qu'on va pouvoir demander ce qu'on veut? Ils nous avaient laissé prendre des Red Bull et tout. À l'époque, j'étais déjà dit que vous avez pris des Red Bull dans l'avion chinois et tout. C'était incroyable. Et en gros, après, j'ai fait le défilé en Chine. C'était trop d'art et tout. Et ensuite, je suis rentré en France. On m'a proposé un défilé au Japon. Et là, c'est le premier que j'ai pris, mais j'ai refusé ce défilé au Japon. Et j'ai refusé ce défilé au Japon alors qu'on m'avait proposé de bien me payer. On m'avait proposé genre 35 000 € de défilé où c'était rien. Je prenais l'avion, je ramenais ma collecte sur des modèles et puis ça durait 3 jours et je repartais. Mais j'ai refusé parce que, en gros, ce que je voyais que ça allait faire,
c'est qu'en gros, j'avais une vitrine de ouf. En gros, je mets toujours la métaphore de la vitrine. J'avais une vitrine de ouf. Tout le monde parlait de moi en mode ouais, Andrea, il va révolutionner la mode, nouveau créateur, il a fait des trucs. Mais en fait, des vêtements invendables, trop bizarres. Ma réalité augmentée, tu l'as filmé, tu l'as regardé, puis il y avait rien d'autre derrière, ça servait à rien. Donc en fait, j'avais une vitrine de ouf, tout le monde parlait de moi. Mais c'est comme un store, c'est comme un shop qui convertissait pas. Bah, quand les gens rentraient dans le magasin, il y avait rien à acheter. Il y avait juste à voir. Donc je me suis dit, je vais pas tenir longtemps, j'ai pas de trésor, je vais pas tenir longtemps. Donc merde. Donc le premier truc que j'ai fait pour faire de la trésor, c'est que je me suis dit, ma collection elle est trop bizarre, je peux pas la vendre. Personne, c'est des looks, en un an j'ai pondu 10 looks, donc t'as un mois de travail derrière chaque look. Si je le vends réellement, il faudrait que je vende 10 000 euros, mais personne va acheter. Un mec de 19 ans qui a fait un truc comme ça, personne va acheter. Du coup, pour faire ma trésor, en fait, je me suis dit, en fait, je vais pas vendre les vêtements, les gens ils me suivent, je vais sortir un magazine artistique qui parle de ma collection, et pour vendre un peu mieux les magazines, je vais mettre un ticket d'or, et en gros, chaque 100 magazines, tu as une chance de gagner un ticket d'or, et si tu gagnes le ticket d'or, tu gagnes un des looks de la collection. Bref, j'ai sorti ça, j'ai marketé ça. Et à l'époque, j'avais moins de visibilité, mais en un jour, j'ai sold out le magazine et on a fait, je crois, j'ai fait 50 000 euros avec, ou un truc comme ça. Donc c'était cool, ça m'a donné un bon départ de trésor. Et ensuite, je me suis dit, les sables, je sais que je sais faire des sables qui vont se vendre. La réalité augmentée, ça a plu. Il y a un truc autour de la réalité augmentée. Maintenant, il faut que je transforme tout ça en quelque chose de scalable de ouf. Et en gros, la vision que je me suis dit, c'est que moi, la vision que j'ai derrière le projet que je fais actuellement, c'est de me dire qu'aujourd'hui, pour moi, ce qui ne va pas avec la mode, c'est qu'aujourd'hui, l'industrie de la mode, c'est une industrie de pulsion et de désir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde, tous les jeunes, on est sur TikTok, on est sur les réseaux. En fait, vous-même, c'est vous qui faites ça, mais il y a des ads, on voit des influenceurs qui portent, on a une pulsion, on achète le produit, et voilà. Mais en gros, l'expérience d'achat, elle s'arrête quand tu reçois le produit. Ça s'arrête là. Et du coup, en fait, les gens, ils achètent des vêtements, ils les portent, puis ils vont aller sur TikTok, ils voient un nouveau vêtement, et ils vont oublier leur vêtement qu'ils ont acheté il y a 2 jours et en acheter un nouveau. Et moi, je compare tout ça toujours comme ça, un peu un plan cul. Genre, t'es là, tu captes une meuf, tu la vois 2-3 fois, après tu l'oublies, t'en captes une autre. Alors que moi, ce que je veux faire avec les vêtements, je veux faire genre la relation passionnelle, le truc parfait, le truc qui dure. Et surtout, aujourd'hui, les jeunes, ils ont ce comportement avec les vêtements d'hyperpulsion, où on achète, on porte et puis on porte plus, on oublie. C'est ce truc où en fait, il n'y a rien qui se crée. Mais en fait, c'est pas un comportement qu'ont les jeunes partout. Parce que si on regarde l'exemple des réseaux sociaux et des jeux vidéo, bah là, c'est tout l'inverse. Il y a un comportement d'hyper-addictivité. C'est-à-dire que tous les jours, les jeunes, ils vont se connecter à leurs réseaux sociaux, ils vont se connecter à leurs jeux vidéo. Pourquoi? Parce qu'au final, derrière ton réseau social, tous les jours, tu t'y connectes parce que tu vas te construire une identité, tu vas te construire une communauté. Puis tu vas poster une vidéo, tu vas faire 100 likes et tu as quelqu'un qui va te complémenter, qui va te dire beau. Donc le lendemain, tu vas faire une autre vidéo. Donc tu vas revenir. Tu vas voir tes potes qui vont se connecter tous les jours. Donc tu vas reconnecter pour voir leur story, leur post, pour suivre ton influenceur, pour voir ce qu'il fait. Sur les jeux vidéo, tu as un personnage à augmenter, tu as un score, tu peux être meilleur que tes potes, tu as un leaderboard. Et en fait, du coup, ça te rend addict. Et tu viens tous les jours. Et c'est pour ça d'ailleurs que la mode et les jeux vidéo et les réseaux sociaux, c'est radicalement opposé parce qu'en termes de business model, un vêtement, c'est gratuit et une fois que tu le vends, bah, il n'y a plus rien. La marque ne fait plus de chiffre d'affaires. Et un jeu vidéo ou un réseau social, c'est différent. C'est gratuit et le chiffre d'affaires, il se fait après. Donc en fait, tu as deux relations qui sont différentes. Dans un vêtement, tout le marketing se fait avant et le chiffre d'affaires, il se fait dans le post-achat. Donc le post, une fois avant d'acquérir le client, une fois qu'il a acquis le client, ben, plus rien. Alors que sur les réseaux sociaux et les jeux différents, t'acquéris le client sur qu'il vienne sur l'app, et en fait ton truc est tellement addictif et tellement bien fait que ensuite il va dépenser, il va se plaindre. Et moi je me suis dit, bah, je vais faire les deux choses en même temps. Surtout que l'avantage d'un vêtement, c'est que, à la différence d'un jeu vidéo ou d'un réseau social, c'est qu'un vêtement, tu vas le porter tous les jours. Donc en fait, si le vêtement, il est le début d'une expérience addictive à laquelle tu vas pouvoir construire des choses autour de l'addictivité, tout ça, et qu'en plus tu le portes tous les jours, c'est comme si tous les jours tu étais obligé d'ouvrir ton réseau social, ou tous les jours tu avais ton profil Instagram au-dessus de ta tête, ou tous les jours tu avais ton jeu vidéo au-dessus de la tête dans la vraie vie. Vu qu'en fait ton vêtement tu peux le porter. Et du coup, moi ce que je me suis dit, c'est qu'avec le but d'Aaron Twill, c'était de faire des vêtements hyper qualitatifs, qui suffisent à eux-mêmes, à tel point qu'il faut que des gens, moi je dis toujours ça aux investisseurs, si quelqu'un il n'a pas de téléphone, je veux quand même qu'il achète mon vêtement. Parce que l'accent, il est mis sur la qualité du vêtement. Et sachant que je fais une proposition d'innovation, cette proposition d'innovation, elle est fébrile. Elle peut être mal faite, elle peut être mal gérée, je peux mal comprendre les besoins du client ou quoi que ce soit. Donc il faut absolument que le client, tous les jours, il a envie de porter le vêtement. Même si la tech, elle est nulle. Parce qu'au moins, si tous les jours il porte ce qui contient la tech, bah, il y a beaucoup plus de chances qu'il reste. Ou alors qu'il reste et que du coup, ils se mettent à utiliser la tech. Ou alors qu'ils l'utilisent pas là, mais qu'ils rachètent au drop 2 et qu'au drop 2, vu que la tech, elle sera meilleure, bah, ils finissent par réutiliser. Et ensuite, le but, c'était que quand les gens, ils ont reçu le vêtement, c'est là le début de l'expérience. C'est là le début de l'expérience. Je veux que parce qu'en fait, tout le monde a vu la réalité augmentée, les skins des ailes. On m'a taillé sur le fait, mais avoir des ailes, des skins, en fait, on s'en fout, ça sert à rien. C'est un gadget. C'est pas ça le but des skins. En fait, presque on s'en branle d'avoir des skins derrière le truc. C'est ce que ça représente. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que du coup, moi, ce que je voulais faire, c'est de faire quelque chose où quand les gens ils vont avoir leur vêtement, ils vont le connecter. Mais en fait, le skin, au final, c'est même pas le design qui plaît. C'est le fait que c'est le skin de level 9. Et que le fait de skin de level 9, il veut dire que tu as fait tout ça avant. Il veut dire que tu as un leaderboard et que ce leaderboard, tu as des places dans un classement.
Et ce leaderboard qui a des places dans un classement, c'est parce que pour acquérir à ces places dans ce classement, tu as fait des missions. Et les missions, c'est poster tous les jours sur Instagram, c'est retrouver 10 mecs de ta ville qui ont aussi acheté le vêtement et faire une photo tous ensemble. Et du coup, par ces missions et cette gamification, tu crées du lien social, tu crées une communauté, tu crées des interactions sur les réseaux sociaux, tu fais en sorte que les gens tous les jours ils prennent une photo de ton vêtement, donc tous les jours ils vont sortir le vêtement, donc ils se réattribuent le vêtement. Donc, et en fait, tout ce que je voulais créer, c'est vraiment un truc où le vêtement c'est la base, il faut qu'il soit qualitatif, et ensuite tout le reste qui se crée autour, c'est que du plus pour créer de la récurrence et ensuite créer des relations, des choses post-achat et développer plus. Et tout en rajoutant le fait que, en fait, Arendswill, c'est la marque, mais le but, c'est pas Arendswill. Parce que vendre des vêtements, c'est marrant, mais c'est pas avec ça que tu fais beaucoup d'argent. Le but final, c'est qu'en fait, Arendswill, ma marque, c'est le premier client de ma technologie. C'est ça le vrai but. Et c'est pour ça que là, pendant 6-8 mois, je me concentre sur Arendswill et la marque, parce qu'on est le premier client de la technologie. C'est comme quand vous avez un SaaS, que le but du SaaS, c'est quand tu as un proof of concept, que ton premier client que tu as pris, tu l'as fait monter je sais pas, à 500 000 euros, à 500K par mois. Tu vois, genre par exemple, dans le Hate Lab, ils montrent, on a pris nos gars, ils font ta. Bah, moi, c'est la même chose. Ma tech, nous on développe la tech, le premier client c'est la marque. On va montrer qu'en 6 mois j'ai fait 1 million de chiffre d'affaires et on a tout explosé alors qu'on est. Et ensuite je vais dire à tout le monde, bah, je peux faire la même chose pour vous tous. Et du coup la tech, c'est ça qu'on développe à côté, va devenir un SaaS et du coup du B2B, où en gros pour des marques de. Enfin on en discutait avec les gars du Hate Lab hier, mais par exemple on rigolait, où le Hate Lab il est débile en 2 secondes, on a eu en 2 secondes. Le Hate Lab il pourrait faire du merch, t'achètes le merch. Tu plugs ton compte Shopify et plus t'as de ventes, plus tu fais du CA par jour, plus tu as un leaderboard avec ton merch, tes vêtements physiques, ils augmentent de level. Ensuite, tu débloques des récompenses si tu fais partie des meilleurs, je sais pas, tu débloques genre du budget en testing en plus. Tu peux avoir des skins, mais c'est pas obligé d'avoir des skins, tu peux avoir un autre truc qui sort, genre en mode comme tout le monde flex son leader, son dashboard, bah, tu pourrais flex la même chose dès que tu filmes le vêtement, tu as un truc qui apparaît derrière. Et bref, et tout ça, tu peux le faire sur les voitures, sur le sport, sur la musique, surtout. Donc bref, c'était un peu tout ça la vision, quoi. Je parlais beaucoup, je crois que j'ai dépassé les 10 minutes. Non, Ouais, non, là, c'est très bien. ça fait C'est 30 très bien. minutes, je pense, mais t'étais à fond dedans, ça, c'est Non, sûr. non, on s'en fout du temps, mec. Et ici, t'es l'invité, gros. C'est comme si je t'invite chez moi. Tu peux parler, gros. Il n'y a pas de souci. Fais comme chez toi. Bah, écoute, en tout cas, moi, déjà, la première chose que je tiendrais à souligner, c'est qu'on entend que tu es passionné. Et ça, vraiment, ça manque parfois, tu vois. Et donc, je tenais vraiment à le souligner. Ça fait plaisir d'avoir quelqu'un d'aussi passionné et aussi Ouais. investi dans son truc. La deuxième chose, c'est que ça se voit que tu en as dans la caboche, mec, parce que, frère, oh. Et le gars, il a enchaîné, il est parti de jean sur lequel il a fait des tags. Maintenant, vas-y, ça commence à faire une start-up avec une techno qu'il a envie de réutiliser pour diverses applications dans n'importe quelle industrie. Non, c'est une folie, gros. Là, tu tiens un truc vraiment très carré, mais finalement, t'avais pas cette vision dès le départ. On est d'accord, ta Bah, vision, elle bah, s'est. c'est ce que je faisais un tweet sur ça la dernière fois avec un mec qui disait qu'il se posait trop de questions. C'est ça, je disais, moi je me pose zéro question. Franchement, là je te parle de B2B, j'ai toujours zéro idée de comment je vais le faire. Et hyper marrant parce que juste avant le call, juste avant qu'on ait ça, on a un gros fonds d'investissement qui nous a rappelé parce qu'il voulait racheter des parts de la boîte après notre levée de fonds. Donc on commence à envisager potentiellement deuxième round de levée de fonds où on irait lever, je sais pas, peut-être 10 M ou un truc comme ça dans genre 5 mois ou un truc comme ça. Et, euh, et je leur parlais, je leur racontais comment j'allais faire tout ça. J'ai juste la vision, j'ai zéro idée de comment je vais faire encore. Mais c'est pas grave, Ouais, il y a 6 mois, j'avais zéro idée de comment j'allais vendre. Pourtant, j'ai réussi à les vendre, quoi. Donc, ouais. ce qui est toujours sans poser de questions, j'ai une grosse idée, je sais pas comment je vais faire, mais c'est toujours j'avance, je vais faire et je verrai après. Et voilà. Et au pire, si je suis pas arrivé à tu vois, à la base, je voulais faire la mode, je me suis retrouvé à faire des vêtements avec des skins. Et à la base, je voulais faire des vêtements avec des skins. Et maintenant, au final, ça va devenir un ça, si ça se trouve. Une grosse. Hmm. Je sais pas de quoi va devenir la suite. Donc, au final, je réfléchis pas et juste dès que j'ai une idée, je la fais et je me dis, bah, je verrai ce que ça devient, quoi. Et comment les investisseurs ils réagissent à ton discours finalement? Quel discours? Bah justement, quand tu leur parles de ta brand, de tes projets et tout ça. Bah, faut savoir que les investisseurs, moi là-bas, au début sur Twitter, je me suis fait beaucoup voir quand je levais des fonds, mais en fait, j'avais jamais prévu de lever des fonds, j'ai jamais appelé qui que ce soit en disant je veux lever des fonds, ça s'est fait un peu tout seul, les gens ils me contactaient. Et le meilleur souvenir que j'ai, c'est un mec qui me contacte, qui me dit putain, ça a l'air lourd ton projet, je t'ai vu sur Twitter, ça a l'air lourd ton projet. Non, je sais pas, mais ouais, c'est un mec qui tweet des fois. Ça a l'air lourd ton projet. On a fait un call, il m'a dit ouais, t'as l'air fou, totalement fou, j'ai pas trop compris, mais t'as l'air totalement fou, et 3 heures après, il m'a viré 100 000 quoi. Donc, Ok. et les investisseurs, j'ai grave une relation où en fait, les investisseurs, j'ai refusé, je crois, 80% des investisseurs. J'ai refusé beaucoup, beaucoup d'investisseurs. Et j'avais vraiment le truc où je voulais faire le truc. J'avais pas envie d'avoir des VC ou c'est chiant ou je sais pas quoi. Et les gens, si vous voyez tweeter, vous me voyez comment je tweete. Enfin, quand je vous explique comment tu pourrais je pourrais très bien genre, expliquer tout ce que je fais là, prendre des airs hyper sérieux, tout ça et tout. Mais moi, je suis grave quelqu'un où, je sais pas, je Ouais, travaille beaucoup, je fais mes trucs, mais j'ai besoin d'être chill. J'ai pas envie de prendre de gros trucs ou quoi. Donc quand il y avait un investisseur, ça coûte un peu trop. Ils savent, les investisseurs, que je suis sérieux, que je vais chiffrer, qu'il va être rentable. Mais si ça commence à être un truc chiant en mode des gros VC où il fallait genre 15 personnes en chemise autour de moi,
Fais chier, je préfère on aille se boire une canette de Red Bull sur un trottoir et on discute de comment tu vas me virer 200 en avance et qu'on fasse des millions, quoi. Tu vois, genre, je suis grave dans le truc comme ça où j'ai la flemme des gros trucs bien faits, d'être pro, tout ça et tout. Et même c'est une vision pour la marque ou pour la marque, je suis grave en mode, dans ma tête, c'est produit inaccessible, mais créateur hyper accessible. Ouais, ça d'ailleurs, je veux qu'on en revienne un peu à ça, mais un peu plus tard. D'abord, j'aimerais que tu me dises, mais finalement, regarde, là, la techno que tu es en train de développer, t'as pas peur qu'un type qui a vraiment beaucoup de moyens, il se dise, ok, je vais le copier. Et finalement, bah lui, il a juste à prendre une team de méga cracks, il leur dit, regardez ce que le gars il fait là, le jeune Enfin, con, là, je veux lui genre, voler son idée, mec. genre, la majorité des gens ici, ils font leur mail sur Clavio, moi je l'ai fait sur Active Campaign, les deux ils font des millions. Tu Ok, vois? ok, Si quelqu'un refait, bah, tant mieux. Ça veut dire que si quelqu'un met des millions pour faire, ça veut dire qu'il va faire. Si quelqu'un met 10 millions pour me copier, ça veut dire qu'il pense qu'il va faire 500 millions. Donc ça veut dire moi, dans tous les cas, je vais faire un max de taf si je suis le premier. Et en plus de ça, je me dis toujours, j'ai la vision. Donc si j'ai la vision avant lui, ça veut dire que plus tard, j'aurai peut-être la vision après lui, quoi. Tu vois. Donc ok. après, c'est toujours comme ça. Enfin, si tu entreprends en ayant peur de te faire copier, bah personne ne fait rien. Tu vois. Mhm. Ok, ok. Enfin, à partir du moment où il y a des marchés, le marché, c'est des milliards de milliards, quoi. Donc si quelqu'un fait, donc voilà, quoi. Et donc, finalement, quand on t'écoute, on comprend que tu fais ça pour l'amour du game un peu, mais qu'est-ce qui te pousse quand même à imaginer et à envisager les potentiels futurs de ta marque et de te dire, OK, maintenant, après, on va faire un SaaS, tout ça. C'est quoi ta motivation? Bah, en tout cas, moi, c'est pas l'argent. Moi, franchement, je me verse, je sais pas, hors loyer, je pense que je dépense 250-300 € par mois, à part quand je vois une meuf. Mais, Là, le mais, budget triple. non. En fait, moi, je disais toujours, je disais que un pote la dernière fois, si demain il me vire 25 millions d'euros, franchement, je me lèverai toujours le matin pour aller travailler et tout, je m'en fous de l'argent. Genre, genre Qu'est-ce qui vraiment, fait que tu t'en fous? genre, je sais pas, tu sais, il y a plein de gens, ils vont bander sur Dubaï, s'acheter une montre, une voiture. Moi, je préfère m'acheter un feature dans mon app ou embaucher un dev en plus que m'acheter une montre, quoi. Je sais Ouais. pas, je suis pas un mec matériel. Moi, ce qui m'excite, c'est construire des trucs, c'est faire des trucs et c'est faire mieux que les autres. Par contre, j'ai un gros truc de compétitivité. Genre, je vais être Mhm. meilleur que tout le monde, être premier à le faire et faire plus fort que les autres et plus vite que les autres. Et du coup, l'argent, ça m'intéresse parce que c'est une finalité. Mais une fois qu'il est sur le compte, oh, je m'en branle, quoi. Tu vois, genre, Ok. oh, je m'en fous. Au pire, un jour, je donnerai à une assos ou alors je ferai un autre truc avec ou quand je mourrai, enfin, je donnerai à mes enfants ou à ma femme ou j'en sais rien. Mais je m'en branle Donc, c'est vraiment de vraiment l'argent. l'expérience, quoi. L'expérience, la quête du truc, enfin, le chemin, quoi, qui t'intéresse. Bah, tu vois, genre, c'est comme t'as beaucoup de gens à l'époque où je parlais de levée de fonds et même des fois, ils disent ouais, je sais pas, t'as un mec la dernière fois, il allait voir un oncle, il avait des sociétés parce que son daron, il est expert comptable. Il a dit, ouais, tu t'es fait aider par mon daron alors que mon daron, il est expert comptable et que j'ai levé avec des gens dans la mode. Mais tu vois, genre, c'est un exemple typique. Genre, même si j'avais eu des gens qui auraient pu me plug et lever des fonds, ça m'aurait fait chier. J'ai pas levé des fonds pour faire une squat et gagné des sous. Qu'est-ce que j'étais content quand je faisais un call, le mec, je le closais, il me filait 100 000 et j'étais content parce que je l'avais convaincu. C'est ça le Ouais. plaisir que j'avais. Moi, une Mhm. fois qu'on avait le call et qu'il m'a dit c'est bon, je vais te virer l'argent, mon plaisir il était fini. La notif des sous en plus, tu vois. Donc, Ouais. c'est moi ce que j'aime, c'est le fait de. Tu sais, En fait, ce que j'aime, c'est. Je suis addict à ça, c'est de me donner à fond. C'est pour ça que je kiffe travailler autant. C'est ça, je kiffe être fatigué. Tu sais, c'est un truc, j'adore être fatigué. Si je travaille et que je suis pas fatigué, que je suis reposé, je me fais chier. Genre, je kiffe le fait d'être fatigué où j'ai envie de dormir, mes yeux ils se ferment, je dois m'enculer à la Red Bull ou je sais pas à quel autre truc. Et c'est complexe. Où tu vois, t'es le matin, t'as pas envie de te réveiller. Tu dis si je dois me réveiller, je kiffe. Mais si je me Mhm. réveille le matin et je suis en forme, bah c'est chiant de ouf. Parce que t'as pas de. En fait, c'est bizarre à expliquer, mais peut-être j'ai un problème dans ma tête, mais c'est dans la Mhm. difficulté et le fait que c'est dur que je kiffe. Et si Ouais, mais c'était à un facile, moment, il faut que tu profites aussi un peu, non? ouais, mais ça m'ennuie de profiter. Genre, après le drop, tu vois, j'ai pris le drop, j'ai fait trop les 304 du drop, et la semaine après le drop, c'était chill, j'avais plus trop rien à faire. Je crois que c'est la pire semaine que j'ai passée depuis 3 ans. Et Ouais. au bout d'un moment, je savais pas quoi faire. Je Ouais, il y me avait dis, plus de challenge, quoi. Il y avait plus ouais, rien. je me savais pas quoi faire, et je dis, nique sa mère, je me force à rester, et je suis resté à dormir, pas beaucoup dormir, me repriver de sommeil pour pas dormir et tout. Et là, je suis retombé par coup de dopamine, de content, où je mets ma musique, je me mets à chanter, je suis fatigué et tout. Genre, je sais pas, genre la dernière fois, à un moment, je suis parti à Rome avec une meuf 3 semaines avant le drop pour me reposer. Je me suis jamais fait autant chier de toute ma vie. J'étais à Rome avec une meuf, c'était cool, hein, franchement, tout le monde était content. J'avais pris un hôtel à 3 000 € la nuit et tout, c'était cool. Ouah, c'était trop nul. Qu'est-ce que je préfère dormir sur mon matelas, sur mon bureau, c'est trop tard. Je me réveille le matin, je suis crevé, faut vite que je range parce que les gens ils arrivent, je vais me prendre mon petit café et tout. Je kiffe. J'ai vraiment un truc où c'est pour ça l'argent, je m'en fous et ouais, genre je kiffe faire les choses et faire et je kiffe de fou. Ouais. Non, 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 je pense que tu as été bien programmé. Mais comment ça se fait que tes parents, ils avaient cette éducation justement hyper stricte? Parce que moi, je pense que finalement, c'est ça qui t'a permis de te développer, entre guillemets, de façon harmonieuse, cohérente, et qui a permis à ton cerveau aussi d'être calibré à aimer la difficulté. Je pense, si tu dis, il me semblait que tu as dit que tu n'avais pas eu de téléphone avant la terminale. Ouais, Bon, tu as sauté des classes, non? Parce que tu as dit que ouais, tu as eu ouais, ton ouais, bac à ouais, 16 ouais, ans. ouais, 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 c'était des classes.
Mais, Ok, ouais. mais c'est surtout genre un truc, tu vois, genre j'allais en cours, si j'avais genre 17 en maths, mon daron il me punit, enfin c'est gamin quand je raconte comme ça, mais mon daron il allait me punir ou il allait. Hmm. Et tu vois, donc j'avais un truc où genre par exemple à un moment je me souviens, je faisais du trail, mon daron il court beaucoup, il m'a mis à courir. Et au début, j'étais content, j'ai couru 10 km, tu vois, j'avais 14 piges, c'est cool de courir 14 km. Mon daron, il m'a dit c'est bien, j'étais content. Et ma daronne, elle m'a félicité. Mon daron, juste après, il m'a sorti le classement de tous les mecs qui font du trail de 14 ans. Il m'a dit, regarde, il y a des mecs qui courent 35 km, donc tu veux pas te féliciter pour ça. Du coup, il m'a dit, maintenant, tu vas venir courir 35 km. Et quand je courais 35 km après, et que j'étais bien classé, il me disait, mais attends, maintenant, en vrai, c'est bien d'être le meilleur, mais quand même, il faut être mieux que les meilleurs. Et du coup, il y a des gens plus grands, plus. Tu vois, c'était toujours comme ça quand je faisais des Ouais, t'as grandi à la dure, quoi. et au final, j'ai grandi à la dure, mais pas en mode où j'étais obligé. Je sais pas comment il a fait, mon daron, mais il a réussi à me faire kiffer ça. Et au final, tu vois, moi, genre des fois, quand j'étais puni, bah, je kiffais le fait d'être puni. Parce que putain, non, mais en fait, c'est trop bizarre. Mais je kiffais le fait d'être puni, bah, j'étais en mode putain, c'est Dar, il me punit parce que j'ai pas bien réussi. Et crois-moi, quand j'étais puni, j'étais en mode oh, j'ai trop hâte de sortir. Enfin, on dirait que je parle de prison, mais j'ai trop hâte de sortir pour aller tabasser le prochain contrôle et avoir une bête de notes. Ou la prochaine course, tu vas voir, je vais pas être fatigué, je vais avoir le prochain truc et ça me motivait. Tu vois. Ok, ouais, je capte. Non, mais en vrai, t'as une éducation assez particulière, mais finalement qui t'a bien formé, quoi. Ça, c'est dingue. C'est dingue. Ouais. Euh, ok, maintenant, j'aimerais revenir déjà à la première étape dont tu nous as parlé, qui était celle des jeans là que tu as Ouais. fait. Parce que moi, je trouve que bah, c'est un peu le tout début et que c'est assez intéressant. Comment l'idée, elle t'est venue? Est-ce que tu avais repéré une trend, un truc des Américains ou quoi? Comment tu t'es dit, vas-y, je vais aller prendre un jean et je vais aller voilà, je vais le pimper et ensuite je vais aller marketer sur les réseaux mon concept. Alors, franchement, je portais de ouf des jeans. Je savais pas quoi faire. Du coup, j'ai pris deux pochettes, tu sais, les pochettes en carton, les pochettes cartonnées que tu as où tu mets tes feuilles au lycée là. J'avais pris ça, je les ai scotchés ensemble. J'ai pris un logo d'un rappeur que j'adorais à l'époque, le logo c'était quoi? La phrase c'était Life Fast, Die Young en mode vie à fond et meurt jeune en mode tu sais, les Ah, drill de c'était Tupac ça, et parce tout. que j'ai réussi à retrouver Ouais, les mais jeans. ouais, si, je te montrerai. Et c'était ça. Et en gros, du coup, ensuite au cutter, j'ai découpé le truc dans mes pochettes cartonnées que j'avais truc et j'ai pris un premier jean que j'ai acheté. J'ai pris de la peinture qui résistait à l'eau et j'ai peint le truc et je l'ai mis à vendre et voilà. Et après, j'ai fait le même logo 100 fois. Et même le pire truc, c'est qu'un jour, la petite vanne, t'as un mec qui a acheté un jean et toi, la face, c'était Life Fast Die Young et t'as un mec. Un peu, rien contre eux, hein, mais un mec qui a acheté du XXL, donc c'est un peu un mec un peu surpoids. Et en fait, je m'étais trompé et j'avais écrit en phrase, j'avais mal tagué le truc derrière et j'avais écrit Live Fat Die Young. Et le Mais mec, non, il a c'est pas pas vu, possible. et je te jure que je te retrouverai la photo. Et le mec, je l'avais pris à l'époque, ça m'a fait marrer pendant je sais pas combien de temps. Et le mec, il avait pas vu, il s'est pris de dos avec un jean, avec la photo sur Insta. Il a posté la photo sur Insta avec le jean en mode trop stylé où il y a vraiment écrit Live Fat, genre vie gros, meurt jeune. Et Mais c'était alors ça, c'est une anecdote, frérot. Une dinguerie, gros. Putain, mec. Ok, donc et, suite à ça, mec, tu te fais 100 000 balles, quoi. ouais, 100 000. franchement, je me revois avec mon pote qui était venu m'aider des jeans. Genre, une fois, mon pote, je fais une vidéo TikTok, elle fait 1 million de vues. Je me réveille le matin, c'est 10 heures, ou je sais plus quelle heure c'est, j'ai déjà fait 1 000 euros. Et je dis à mon pote, frérot, si 5 000 euros ce soir, je te file 2 000 euros. Et j'avais fait ce truc, du coup, je faisais à mon pote un virement de 2 000 euros. Enfin, c'était n'importe quoi. Et le plus hard, c'est que premier jour, ensuite, le premier jour de ma rentrée, et là, j'ai eu une vision à l'époque, peut-être ça a été une erreur, mais. Et en gros, ce shop, enfin, c'était pas de Nicom, mais ça tournait à 3-4K day, facile, tu vois. Ah ouais. Et Mais le attends, mais jour de. t'en as pas vendu 100, t'en as vendu combien? Ah non, j'en ai vendu 1000. Ah, 1000. T'as fait 1000 jeans. Si j'en ai fait 100 à 100 euros, ça faisait 10 000. J'ai fait 100 000. Mais attends, comment t'as fait 1000 jeans? T'avais des gens qui t'aidaient, non? Bah non, ça me prenait 10 minutes pour faire un jean. Ah ouais, ok, quand même, ouais, tu as passé du temps. Et donc ça t'a mis combien de temps pour faire Je sais pour pas, arriver au. je passais 2 mois ou un truc, il m'a fallu 2 mois. Mais en fait, j'allais acheter les Ok. jeans à Auchan et j'ai des snaps de moi à Auchan où en gros je suis à Auchan avec des gros sacs et des gros caddies il y a il y a une queue de malade parce que tout le plateau de Auchan, je pars que des tas de jeans de moi et tous les Auchan que je trouve, tous les Auchan que je trouvais. Et ouais, et en gros le shop il tournait entre guillemets à ouais, à je sais pas combien de cadettes, on devait faire le calcul, mais à beaucoup. Et le jour de ma rentrée, comme un gros débile, je me suis dit ah, j'entre en école de mode et du coup j'ai supprimé le Shopify. Mais non, putain, ouais. Mais en vrai, quand on regarde ton parcours, tu fais des erreurs débiles un peu, enfin comme ça, mais finalement, en fait, on dirait que t'as une putain d'étoile avec toi, mec, parce que voilà, tout ce que tu fais, mais ça fonctionne. Ouais, au Genre, final. c'est assez incroyable. Genre, on dirait que tu. Après, bon, c'est dans le discours de comment tu nous le racontes là, on a l'impression que c'est facile, quoi. Bah, tu sais que, et c'est ce que je disais la dernière fois, c'est que j'en parlais avec mon daron, mais c'est carrément, tu sais qu'il n'y a pas un truc que j'ai fait, où genre, toi, je me revois dire aux investisseurs, ouais, ouais, vous inquiétez pas, j'ai fait 4 millions de vues pendant ma ouais, j'ai une visibilité de ouf. Quand on va remarcher sur les réseaux, on va percer de fou malade, on va vendre de ouf. Ne vous inquiétez pas, je suis fame de ouf. Alors que sur Ouais. Insta, alors que j'avais arrêté de poster depuis 7 mois,
Et je me suis dit, j'étais grave en panique. Quand je quittais l'école stressé, je me disais, merde, ça se trouve, Miskin, je vais reposter, je vais faire 5000 vues, tout le monde m'a oublié. Parce que j'avais plus posté depuis 7 mois. Sur mes stories, je faisais plus que 2000 vues, je faisais plus rien, tu vois. Ah bah, Ouais. j'ai reposté. Premier mois, 5 millions de vues. Deuxième mois, 10. Et le mois juste avant le drop, on a fait 17 millions de vues en orga. Tu vois. Et pourquoi tu envisages quand même finalement de faire des ads là maintenant alors que bah, ça se passe bien en organique? Bah, parce qu'en fait, le truc des ads qui est trop d'art, c'est que bah, tu peux scaler beaucoup plus, de un. Et de deux, en fait, sachant que je marche sur du drop, c'est toujours complexe de prévoir la supply que je vais vendre parce que je sais pas organique combien je vais te faire de vues à l'avance. Donc c'est pour ça Hmm. que là, j'en discutais avec Exami et Ecom Guide qui gèrent mon media buying. Et j'en discutais avec eux. Et là, je vais foutre, pour le drop 1, je vais foutre, j'ai mis 50K, entre 50 et 60K de spend. Je pense qu'on va être entre 50 et 64 de spend. Dans tous les cas, on n'a que 4000 pièces. Donc il y a du spend qui va être qui va être mis pour rien. Parce que même si en gros ce spend il permet d'acquérir beaucoup plus de clients, les gens ne pourront pas acheter. Mais c'est pour ça qu'après, moi, la valeur, elle est dans le temps du sold out. En fait, je sais que je vais sold out. Juste ma valeur et je suis prêt à spend. Je vais sold out en 5 minutes ou en 1 heure et demie. Donc en fait, plus j'acquis de clients, c'est pas pour faire plus de ventes, c'est pour qu'il y ait plus de hype et du coup que ça sold out plus vite, quoi. Et surtout, Hmm. en fait, je veux réussir à avoir genre 50K spend. Je sais que ça m'a rapporté, je sais pas, 500 000 clics. Sur ces 500 000 clics, tu en as 50% qui ont converti, qui sont inscrits à la liste d'attente. Et ensuite, je veux voir précisément sur cette liste d'attente combien ont fini par acheter. Et au moins, ensuite, j'ai une moyenne et je sais sur le prochain drop que si j'ai un budget et que je peux sortir 200K de spend, que je peux vendre tant de pièces. Et du coup, je peux prévoir ma supply parce qu'en fait, moi, je fais pas de la pré-order. Du coup, le stock, les 4000 pièces que je vais vendre là, elles sont en prod depuis déjà 2 semaines. Donc en fait, je dois prévoir qu'à l'avance, tu vois. Et donc en fait, Ok. ça me limite dans ma scalabilité de pas savoir combien je vais vendre à l'avance parce que l'organique, je sais pas combien je vais vendre. Et du coup, avec l'ADS, sachant que toi, de l'organique, je peux pas vidéo, je sais pas combien il va faire de vues. Avec l'ADS, si j'ai des bonnes créas et je sais que je les ferai, je sais que j'ai un CPC qui est autour de ça. Je sais plus comment ça s'appelle, les chiffres, je les tous, je les mélange, CTR, CPC, CPM, c'est que des CP, quelque chose, ça m'embrouille de partout. Mais je sais que ça va vendre X, et du coup, je peux prévoir mon stock et dire aux usines, bah, le prochain drop, on va vraiment faire 2M parce que je vais prévoir 20 000 pièces et que je peux spend 500K en ads, tu vois. Et en fait, Ouais. aussi, ce qui est hyper important, c'est que premier drop, le produit a marché de ouf parce que j'ai vendu du rêve. C'est-à-dire que j'ai fait des vidéos à tout le monde en disant, bah voilà, on va réfléchir à la mode, on va faire ça, 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 ça. Mais personne n'a testé le produit. Et là, le deuxième drop, il est hyper important parce que c'est la validation. C'est-à-dire que La si les gens social proof. rachètent, et si les gens font encore mieux, ça veut dire que, ok, j'ai fait un truc, j'ai vendu du rêve aux gens, et les gens, ils ont kiffé le bail. Et donc, ils rachètent. Et donc là, à partir de là, je sais que le produit il est bon, je sais que je suis seul à le faire, donc j'ai juste à scaler sa mère, tu vois. Ouais. Ouais. Et Et là, donc, ton objectif, est-ce que c'est de scale à l'international ou ouais. tu restes. Ah non, 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 là, au deuxième drop, on ne reste qu'en France. L'objectif, c'est de faire 404 CK de CA le plus rapidement possible. C'est pour ça que je suis prêt Et surtout, on a des bonnes marges là. On a fait tout le point tout à l'heure. On marge à. Attendez, je vais vous dire. Marge à. On marge en tout, net de TVA, on marge à 75%. Quand on produit, sans compter les ads, sans compter les ads, vraiment que en net, enfin sans le marketing, sans les équipes, vu qu'on a quand même des frais on est presque 10 dans l'équipe, donc on a des frais tous les mois de gens à payer. Et donc voilà, mais on marche plutôt bien, et donc après ça va être de vraiment scale à fond, quoi. Ok. Tu vois, à partir du Euh, moment où tu es seul à ouais. faire un produit que tu sais qui marche, et qu'avec les ads, bah, tu peux printer de la vue et du clic, bah, t'as juste à, vu qu'on a une trésor de malade, on a juste à spam, quoi. Ok. Moi, j'aimerais que tu précises un peu comment ça fonctionne la levée de fonds, étant donné que je vois beaucoup de gens qui sont dans tes commentaires et qui savent pas comment ça fonctionne une levée de fonds et donc le chiffre que tu réalises, etc., comment ça fonctionne. Est-ce que tu pourrais donc expliquer aux gens qui sont ici comment ça fonctionne la levée de fonds, en quoi ça consiste et donc comment ça se passe au niveau entre guillemets voilà, comment les gens obtiennent un retour sur leur investissement. Ouais, alors en gros, comment ça se passe? En gros, tu as ta boîte, tu définis une valo. La valo de ta boîte, elle est fixée au pif, c'est toi qui la fixes, ou c'est qui tu veux qui la fixe. Si tu veux dire que ta boîte elle est valorisée 10 millions, tu dis qu'elle est valorisée 10 millions. Si tu veux dire qu'elle est valorisée 100 millions, tu dis qu'elle est valorisée 100 millions. Juste si demain tu fais des pantalons et que tu en as vendu deux et que tu dis à un investisseur qu'elle est valorisée 100 millions, il va acheter au bout de 2 secondes. Donc tu vois, il faut la valo, tu la fixes. Quand tu es une startup qui fait du chiffre d'affaires, là, ta valo, elle est fixée sur ton EBITDA, sur ton chiffre d'affaires, sur tes résultats. Mais quand tu es une startup au tout début, comme moi, qui a rien vendu encore, qui avait juste une idée, tu peux pas la dire. Tu vois, si j'avais un fusée et qu'elle allait tout révolutionner, que j'en avais vendu zéro, bon, ben, j'avais pas me valo 4 millions, j'avais me valo 100 millions parce que le potentiel est dément. Mais tu valorises ton idée par rapport à ce que tu penses. Bon, vraiment, tu fais un business plan, mais en vrai, le business plan, tu le capes sur ta valo. Ensuite, juste, du coup, tout l'exercice, c'est de convaincre les investisseurs que ta valo, elle est bonne en leur promettant telle chose, telle chose, telle chose. Et ensuite, tu définis
combien est-ce que tu veux donner ta société? Ta société, c'est 100%. Nous, on l'avait valo 4, on l'avait valo 4 millions. Du coup, j'ai dit aux investisseurs, bah, je vais vous donner 20% et vous me donnez 800 000 euros. Et du coup, j'allais voir un investisseur, je lui ai expliqué tout le projet, tatati, patata, patata. Et à la fin, je lui ai dit, bah, t'es prêt à investir combien? Il m'a dit, bah, j'aimerais bien mettre 50 000 euros sur le projet. Bah, tu fais un calcul, si 800 000, c'est 20. Avec 5%, il a X argent. Et voilà, il a des parts de la société. Après, il n'a rien d'autre, il n'a pas de dividendes, il n'a pas de choix stratégique à faire, donc c'est la grande majorité, il peut rien faire. Et la seule chose qu'il peut faire, bah, par exemple, là, si on fait une deuxième levée de fonds et qu'on les relève des fonds sur une valo à, je sais pas, à 20 millions, bah, les investisseurs pourront, s'il veut, il pourra revendre aussi une partie de ses parts. Et du coup, sachant que, par exemple, on relève des fonds sur une valo à 20 millions, lui, il a mis 50 000 euros sur une valo à 4 millions, on a fait x5, et du coup, ces 50 000 euros, ils vont devenir 200 000 euros. Il va revendre ses parts 200 000 euros, et ainsi de suite. Et après, la majorité des investisseurs, souvent, quand ils prennent le risque de rentrer sur un précide, c'est la phase du tout début. En gros, c'est des investisseurs qui ont beaucoup d'argent et ils mettent pas ils mettent pas 50% de leur patrimoine, ils mettent des sous qu'en gros, si le mec met 100 000 euros, c'est-à-dire qu'il a peut-être 100 millions et qu'en vrai, s'il perd les 100 000, il s'en fout, quoi. Et donc, en fait, la majorité des investisseurs, ce qu'ils attendent vraiment, c'est de se dire, OK, est-ce que cette boîte, elle va se faire racheter un jour? Et si dans 10 ans ou dans 5 ans, tu te fais racheter, genre, par exemple, par LVMH, 100 millions d'euros ou 500 millions d'euros, bah, le mec qui a mis 50 000 euros au début pour 2%, ou je sais pas, il y a des Gucci de ouf, quoi. Donc voilà. C'est ça, Ok, très bien. ça. Voilà. Et théoriquement, quand tu lèves des fonds, il faut aller voir des VC, il faut aller voir des BA. C'est chiant, j'ai vu 100 milliards d'entrepreneurs qui font ça dans les incubateurs où j'ai fait. Moi, j'ai jamais fait ça et j'ai juste posté des trucs sur Insta et sur Twitter. Et je sais pas comment, t'as des mecs qui se sont dit, le mec est fait de débile, mais il a l'air intelligent et qui m'ont donné leur argent et je vais les aider à faire encore plus d'argent. Ouais. Bon, je pense que les magazines assez qui ont de la notoriété, je pense que ça t'a pas mal aidé aussi d'avoir Vogue qui parle de toi, des trucs comme ça. Ouais, c'est surtout qu'en gros, moi, quand j'arrivais devant une levée de fonds, c'est simple. Mon premier pitch, j'étais dit bonjour, je m'appelle Andrea, j'ai 20 ans, je vais révolutionner la mode. À la base, j'ai fait un bac scientifique, j'étais hyper bon, mais ça m'a saoulé. Du coup, je connaissais rien à la mode et j'ai décidé d'en faire. En 2 mois, j'ai fait 100 000 euros. Je suis arrivé dans la meilleure école de mode du monde. 3 ans après, j'ai fini major de promo et j'ai présenté ma première collection où, sans faire exprès, j'ai révolutionné, j'ai fait des premiers trucs à faire ça. En 2 mois, j'ai défilé partout dans le monde. Maintenant, j'ai 20 ans et je vais encore révolutionner la mode avec cette idée. Donc voilà, tu vois, j'arrivais. Et plus, j'ai 100 000 abonnés sur les réseaux sociaux, donc vous inquiétez pas. Tu vois, je dis ça. Ouais, donc vraiment, t'as déjà des médailles, entre guillemets, Ouais, 100%. à ton Franchement, cou. franchement, en vrai, cash, hein, si t'as pas de médaille et que, enfin, aujourd'hui, c'est hyper dur de lever des fonds. Hyper, hyper, hyper dur. Bon, je peux le leak sans trop leak, mais en janvier, je passe à une grosse émission de levée de fonds. Je pense que tout le monde a compris ce que ça va être. Mais Ah ouais? ouais, Ok. Délire. et, Il était- Ouais, non, non, vas-y, dis j'ai pas, rien tu dis dit, pas. j'ai rien dit, je dis pas le mot. Moi, personne pourra dire que j'ai balancé la leak. Mais Ouais, en gros, voilà, l'émission elle a déjà été tournée. Elle a été tournée il y a un mois, mais c'était en janvier. trop long. Et quand j'étais à discuter avec les gars de la levée de fonds là-bas, ils m'ont dit frère, je sais pas comment t'as fait pour lever des fonds comme ça alors que t'avais déjà, je comprends pas pourquoi c'est possible. Et je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai cheat code la levée de fonds et personne comprenait. En gros, tu sais, ils avaient invité un coach pour discuter de ce que t'allais demander et tout. Quand j'arrivais au coach, le frérot il a dit je comprends pas comment c'est possible, ils sont fous quoi. Et je dis non mais regarde alors ouais. Et après mon premier drop, je l'ai rappelé et j'ai dit bah regarde, on a fait bien. Parce qu'en gros les investisseurs, je leur avais dit qu'on allait faire 600 000 euros en un an et là du coup en un jour on a fait la moitié. Donc c'est pas mal. Ouais, mais eux, ils doivent péter leur crâne. C'est pas des choses auxquelles ils sont habitués. Ils sont Non, trop. ouais, je pense que d'habitude, on invite sur des startups où le mec il communique pas trop, il poste que sur LinkedIn, il galère à être rentable. Et là, ils sont tombés sur un mec qui pose de la merde sur Twitter. Et Mais qu'en en plus, fait, ça, c'est moi, la chose à laquelle ça me fait penser, c'est les coachs en séduction qui te disent don't chase, attract. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est les start-upers qui sont là à mendier en mode oui, s'il vous plaît, regardez, le projet il est super, on va faire ci, on va faire ça. Donc, ils ont une énergie de ouais, ton truc il pue, frérot. Genre, t'es là, t'es tout puant, tu veux. Tandis que toi, t'es là, ouais, bah regardez, j'ai fait ci, j'ai fait ça, là, je vais faire ça. Et de toute façon, que tu viennes ou que tu viennes pas, bah, je vais quand même le faire et ça va marcher. Et donc, le mec, il se dit, putain, ah ouais, il faut vraiment que je foute des billes là-dedans parce que le mec, ça va décoller ce qu'il va faire vite, ouais, vite, vite. et Tu vois. je pense, toi, l'investisseur, quand il est arrivé en call, que déjà, c'est pas moi qui l'avais contacté, c'est lui qui l'avait contacté, qui m'avait dit présente-toi. Et je lui ai dit non, non, attends, présente-toi pour voir si tu m'intéresses. Il devait dire ce connard, quoi. Exact, voilà, exact, tu l'as bien mis à sa place. Et sans, enfin, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, bon, t'as dit que ta boîte, elle valait 4 millions, tu l'avais, la première valorisation, Ouais, c'était ça? Et aujourd'hui, est-ce que, à combien tu la valorises? aucune idée. Donc pour la deuxième round comment tu fais? Bah, je vais attendre que quelqu'un me propose un truc et je vais voir ce qu'il propose. Et après, je prendrai la meilleure proposition et je sais pas, je vais faire au Et feeling. après, t'ajusterais là-dessus, quoi. Ouais, je vais faire au feeling. Tu sais, c'est tout comme quand tu négocies, comme quand quelqu'un va te vendre un prix, tu dis jamais ton prix et tu vois ce qu'il propose et au moins tu fais une Et étude pourquoi dessus. tu prends pas un call à 300 balles avec Oussama Hamar pour que il te Ouais, donne un peu de son? parce que la valo en soi, en fait, la valo, tu peux la calculer sur le chiffre d'affaires, mais dans le cadre où tu promets de révolutionner le truc, tu vends du rêve et Oui, bah tu vends tu la vas plus grandeur, loin, bien quoi. sûr. Donc, Ouais. en vrai, franchement, tu vois, pareil, j'ai ce truc, t'aurais plein de gens, ils se poseraient la question, ouais, comment je vais faire? Je vais faire un truc, je verrai quand ça va arriver, je sais que ça va arriver, bah, je ferai. Et tu vois, j'ai levé des fonds, j'ai fini la levée de fonds, je sais pas il y a combien de temps, il y a déjà des gens qui veulent racheter des bons livres au début, qui étaient déjà ambitieux, ça il est arrivé dans un an et demi. Donc, Ouais. Donc là, t'as vendu 40%? non, 20, 20, 20.
Ah ouais, seulement 20. Putain, oui, Ouais. t'es bien. Enfin, non, même Ok. un peu moins, 18, je crois, ou un truc comme ça. Et en Ah gros, ouais, t'es très bien. 18, moi j'ai tout, et mon daron, il a 0,00001. Ah ouais? Pourquoi? Bah, je sais pas, un moment, on rigolait, et en gros, mon daron il est expert comptable, et du coup, moi je suis bon dans beaucoup de choses. La seule chose que je suis pas bon, c'est l'administratif. Genre, Ouais. bah, t'as Logan qui est dans le code, là, qui bosse qui bosse dans la boîte, il va voir, me verser les salaires, je prenais toujours 150 ans, il m'envoyait les factures, je mettais 2 mois à payer la facture et tout, pas parce que j'avais pas la trésor, juste parce que j'oublie. Et du coup, maintenant, c'est lui qui gère tout, 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 et je touche plus rien à tout ce qui est administratif, calculer les marges. Moi, je fais rentrer l'argent, et lui, il s'occupe de voir si l'argent il sort pas, et de voilà quoi. Ouais, donc tu restes dans ta zone de génie, quoi, entre Ouais, guillemets. enfin, ouais, l'organisation, l'administratif, faire des tableurs Excel pour voir bien combien t'as gagné, t'organiser. Je sais pas. Ok. Très Donc, très intéressant, mec. Très 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 intéressant. En tout cas, rien que là, vu le tableau que tu nous as dépeint, mec, on sait que tu vas aller loin. Petite dédicace à Agathe. Non, ouais, je rigole. l'instable. L'instable. Je Elle rigole, a je remis une rigole. story. Ça faisait 2 semaines qu'elle avait pas mis une story. Je pensais qu'elle était morte. Il est arrivé un truc, elle a remis une story. Mec, vas-y, faisons une petite aparté là. Parle-nous de ton histoire de love là. C'est quoi ce bordel? Ah ouais, non, c'est Agathe en fait. C'est une meuf où en gros à la base on s'était vu pas en mode feu. Et en gros, d'habitude, quand je vois les modes pas, les meufs en mode pas sérieux, tu sais, elles arrivent le lendemain, elles se réveillent et tout, elle est en mode, elle a envie de rester et tout. Et je suis en mode non, je dois bouger, j'ai une réunion. Et dès qu'elle a quitté la rue, après je remonte vite dormir, tu vois, en mode truc. Et Agathe, c'est la première meuf où on se voit. Et quand on fait nos bails, je la vois dans les yeux et je dis, elle, incroyable. Et le matin, je me réveille, je dis, ouais, tu veux que je t'apprenne un petit déj, des petits croissants et tout. Elle m'a dit, non, je veux pas. Je dis, ok, je vais aller me doucher. Au moment où je reviens de me doucher, elle était plus là. Je suis en mode, what the fuck, c'est qui cette folle? Et comment ça, elle part. Et après, toujours, elle était en mode loin, distante un petit peu. Donc ça m'a grave attiré. J'ai mis moi, il y a 2 ans, à faire en sorte qu'on soit ensemble. Après, on a été ensemble genre 6-8 mois. On est tombé love de ouf. Après, je l'ai quitté une première fois parce que j'étais un peu un sgeg et je l'ai quitté pour me consacrer à fond. Parce que en fait, ma vie était trop cool. Et du coup, je me suis dit, ça me fait chier, j'ai une meuf et tout, on s'aime et tout. C'est pas, tu sais, comme je disais au début, je voulais un truc dur. Genre, et du coup, ben, genre, en mode, j'étais trop heureux. Et du coup, je me suis dit, c'est trop bizarre, hein, mais j'étais trop heureux. Du coup, je l'ai quitté pour être moins heureux. Parce que du coup, quand je suis trop heureux, j'ai moins de. Je sais pas, ben, en fait, être trop heureux, ça me rend pas heureux. C'est peut-être un peu bizarre dit comme ça. Et en gros, je l'ai tège. Et après, je me suis dit, putain, en vrai, quand même, je l'aimais bien. Du coup, je suis revenu vers elle. J'ai passé 3 mois à écrire des lettres et tout et tout. On s'est remis ensemble. On est resté ensemble 6 mois, je crois. Et après, elle était très malheureuse avec les cours et tout, ça se passait pas bien, elle galérait avec ses darons et tout. Et moi, je faisais tout, tout, tout pour elle. Et on a décidé de se séparer pour qu'elle prenne son temps pour aller mieux. Genre, je lui ai dit, il faut que tu t'apprennes à t'aimer avant de m'aimer moi-même parce que sinon, ça sera jamais ça. Du coup, on s'est séparés 3-4 mois. Et puis après, à la rentrée, je suis revenu vers elle. Je lui ai redéposé un matin, je lui ai déposé un big bouquet de fleurs devant chez elle, devant sa porte avec un big mot. 2 heures après, elle m'a envoyé un SMS. On s'est revus et en mode incroyable, en mode on va finir ensemble et tout. Tu vas de la merde, mes enfants et tout. Genre, on va adopter, on va s'appeler Kiwi et tout. Et après, et je sais pas ce qui s'est passé, c'était en mode ouais, c'est trop complexe en fait, il y a trop d'émotions, tout ça. Et du coup, à chaque fois, c'est impossible et c'est galère. Mais des fois, en mode on se renvoie un petit message ou un truc comme ça. Mais en mode c'est l'amour de ma vie, mais on peut pas être ensemble, mais c'est ma femme quoi. Et, Putain, c'est fou. mais C'est fou. tu vois, et je kiffe que ça soit d'art. En fait, je l'aime autant parce qu'on n'est pas. Je crois que je l'aime autant parce qu'on n'est pas ensemble et que c'est compliqué. Ok, ok. Mais est-ce qu'il va y avoir quand même une résolution à un moment, tu penses? En vrai, non, ça m'ennuierait qu'il y ait une résolution, tu vois. En fait, j'en parle Ouais, mais tu autant. veux pas que ce soit vraiment la femme de tes enfants, enfin la mère de tes enfants. Si, bah si, mais dans longtemps, avant d'avoir des enfants, il faut que je devienne un peu moins bizarre et un peu moins débile, je pense. Donc, Ok. ouais, je sais pas, mais ça me fait Je mal, pense ça que me fait mal. mais je pense que tu resteras un sgeg toute ta vie, mec, Ouais, hein. je pense, mais C'est juste, ce sera un peu plus, peut-être un peu plus posé, peut-être un petit peu moins speed, mais en vrai, quand t'es un sgeg, tu le restes, mec, hein. ouais, je pense. Ok, Mais putain. voilà quoi. Non, mais propre, ok. Bon, ben, lourd l'aparté. Mais j'aime bien, il y a une certaine cohérence dans ton profil, c'est agréable. Ok, maintenant, pour rentrer dans des questions un peu plus techniques, entre guillemets, moi j'aimerais qu'on parle de lancer sa brand en Ouais, tant que, mais vraiment lancer une marque de sap. ouais, Un mec qui aurait pas voilà l'ambition de faire ce que tu as fait, c'est-à-dire de révolutionner un peu la mode, mais qui a l'ambition de lancer une marque de sap ouais, clean, quelque chose de propre. ouais. Euh, Toi, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Quelles sont les choses sur Un, lesquelles il faut perdre du temps? ouais, Quelles sont les choses sur lesquelles il faut pas perdre du temps? Faire du print, c'est quand même, tu peux quand même faire un truc carré ou ouais. toi tu Alors, chierais dessus. un, Voilà. le plus gros truc, je disais ça à des mecs qui étaient à la convention du Hate Lab, fais des saps, mais vends pas des saps. Parce que si tu vends des saps, en fait, tu vas avoir des mecs comme moi ou des mecs comme d'autres mecs qui vont faire des saps meilleurs que toi, et donc tu les vendras. Si tu vends des saps, tu as des mecs plus chauds que toi, et tu les vendras pas. À part si tu as fait une école de mode ou si tu as de l'excellence avant dans la sap, c'est pas possible que tu lances tes premières saps et qu'elles soient mieux que les miennes ou qu'elles soient mieux qu'une autre marque de sap. Donc ce que tu dois faire,
Et c'est ce que moi j'ai fait au tout début, quand j'ai commencé, quand j'avais 17 ans. J'ai pas vendu des sapes. Je vendais l'histoire derrière mes sapes. Je vendais qui j'étais. Les gens, quand ils achetaient le projet que je vendais, l'histoire ou l'émotion que je leur faisais sentir, ou la pitié que je leur faisais sentir, ou alors à quel point j'étais stylé que je leur faisais sentir. Et les sapes, c'était le moyen d'acheter ça. Tu vois, c'est le moyen de quand ils portaient, ah ben c'est ça. Donc première chose, vends pas des sapes. Parce que tu vends des sapes, tu auras des mecs meilleurs que toi, et juste, du coup, ça marchera pas, tu pourras pas encore faire. Mais si tu arrives à vendre autre chose que des sapes, mais que tu vends cette autre chose en vendant des sapes, ben, les skills que tu vas prendre là petit à petit, ben, à terme, tu vas devenir chaud, et là, tu pourras te mettre à vendre réellement des sapes et à communiquer autour des sapes. Donc la première chose, c'est ça. La deuxième chose, moi, ce que je te conseille d'apprendre à faire, en fait, si c'est juste de l'e-com et que c'est un shop parmi tant d'autres, tu t'en fous, tu t'en fous. Si tu as vraiment un projet de faire de la sape, apprends à coudre. Pourquoi? Pas pour coudre tes sapes, juste parce que c'est ça qui te permettra d'être créatif et de sortir des sapes différentes. Tu vois, c'est ça qui te permettra de vraiment faire des sapes différentes et d'être créatif. Ensuite, tu peux commencer par du print on demand, mais c'est vite chiant parce qu'en fait, tu as toujours la même qualité, c'est de la mauvaise qualité et surtout du print on demand, tu te fais avoir de fous malades sur les prix. Donc, ce que je dirais, c'est trouver des fournisseurs qui peuvent faire tes sapes, apprendre à utiliser Illustrator, et si tu veux pousser un peu le délire, c'est là où tu peux faire des patrons et du coup changer un petit peu la coupe de tes sapes. Parce que genre par exemple moi sur le hoodie que j'ai fait, tout le monde a un hoodie, on a fait je sais pas genre 32 prototypes de ce hoodie, où des fois sur la longueur de la manche on mettait 10 cm en moins, 2 cm en moins, la longueur de l'épaule, la manchure, l'angle de la manchure, enfin t'as plein de trucs à tester pour faire la coupe parfaite, pour faire la matière parfaite. Après l'autre truc que je dirais, mais là je pense que dans les gens qui écoutent il y a moins ce truc, t'as beaucoup de gens qui veulent faire leur sap, qui veulent faire leur sap en mode bien, en mode qualitatif, et du coup ils se disent non, on fait pas en Chine, on fait en France, au Portugal. Je suis prêt à parier que parmi la majorité des marques qui démarquent indé qui est en France, que j'ai une qualité qui plie une partie de ces marques, alors que je fais tout produire en Chine. Pourquoi? Parce que la Chine, ils font des ports en 5G connectés. Ils savent faire de la qualité, c'est pas le problème. Le seul truc qu'il y a, c'est que c'est un peu des connards parfois, donc si tu demandes pas la qualité, bah, ils te la feront pas. Et du coup, c'est apprendre le vocabulaire de la mode pour savoir dire que quand tu veux ton tissu, tu veux du coton, 100% coton, en French terry, que le bord tu veux, c'est pas du bord mais c'est du flat knit, que le délavage que tu veux pas juste du tissu noir, tu veux un 100% de coton avec en French terry flat knit, avec un délavage à l'acid wash qui a duré 2 heures, qui utilise tel type de machine. Parce que tu connais les mots. Et donc quand tu vas dire tout ça à l'usine, il va se dire, ok, premièrement, le mec il connaît, il sait faire un peu plus de sérieux, et il va te faire exactement la chose dont tu as besoin. Et la Chine, tu peux leur demander la même qualité que toutes les marques de couture, que les marques de luxe françaises. Juste, il faut savoir leur demander de la qualité. Parce que la Chine, c'est la Chine, si tu leur demandes pas, ils vont vouloir faire le maximum de profit, et donc, ils vont te mettre de la qualité de merde qui te demanderont au même prix, quoi. Ouais, bah je vois bien. Comme je disais dans le précédent Ecom Talk, ce mec, j'ai vu il y a pas longtemps, mon sac Longchamp, gros, il est made in China, frérot. Ah ouais, ouais. Et j'étais assez choqué de ça, tu vois. Mais finalement, oui, ça ne fait que rajouter sur le fait que la Chine est capable de faire de tout. Tu Et tu peux vois, faire ouais. de la très bonne qualité comme de la qualité de merde. Et la même usine peut produire ton sac Longchamp ou le sac Chine à 2 euros. La même usine. Ah ouais? La Ok. même chose. C'est la Tu même vois, je chose, c'est de la pensais qu'ils se couture. spécialisaient. Ok, Non, d'accord. c'est la même chose. Faut juste savoir leur demander. Et c'est là que tu fais la différence. Tu vois, Et parce toi, que tu parles les chinois, non? Ou ouais, attends, ouais, il y moi avait pas un truc comme ça? ma daronne, quand j'étais en 6ème, elle m'a dit fais pas espagnol, ça sert à rien, fais chinois. Du coup, j'ai fait 8 ans de chinois. Putain, mais mec. Et ta daronne, elle fait quoi comme travail? Ma daronne, elle est pharmacienne. Mais elle travaille plus trop maintenant. Elle a une assoce anti-corrida et elle messe pour les véganes et pour les anti-corrida. Ok, donc ton père, il est que expert comptable, tu disais, Ouais, donc c'est ouais, lui ouais. qui ramène vraiment l'oseille, quoi. Ouais, c'est lui qui bon, il ramène pas tant, il ramène sans qu'on soit Gucci non plus, mais il ramène pour ne plus pas. Le travail daron, elle travaille à mi-temps quoi. Ouais, pour faire l'association Ouais. anti-corrida. Parce que Ok. tous mes darons, ils sont hyper engagés dans la mal et du coup mon daron, il préfère Ah, et travailler. c'est pour ça que t'es vegan aussi alors? Ouais, mais moi je suis pas vegan, je suis végétarien, mais ouais, je suis végétarien Ah, ok, végétarien. depuis que j'ai 10 piges. Ah ouais, ok, c'était un choix personnel? Ouais, pur personnel, je suis incapable de manger de la viande. Tu me donnes 1000 euros, je mange même pas de viande quoi. Enfin, je pense que je mange de la viande, je vomis, je pense. Et tu pourrais en parler un peu de ça? Ah Enfin, ouais, qu'est-ce de qui a ouf. motivé ton choix, du coup, Ah, c'est de quoi ouf, ta bah, réflexion derrière? l'exemple il est simple, mais il marche pas à tout le monde. Si demain je te sers du chat et je te dis ça tabasse, c'est trop bon, est-ce que tu vas le manger? La majorité, t'as des gens, j'ai des potes fous, ils vont dire ouais, tant que c'est bon, je mange. T'as d'autres gens, ils vont dire non, en vrai, miskin, c'est du chat, je vais pas le manger. Bah, moi, ça me passe pour tous les animaux, je fais pas la distinction entre un chat ou un bœuf. Genre, tu vois, si tu manges pas le chat, c'est parce que tu dis non, en vrai, le chat, le pauvre et tout, t'as l'image du chat mignon dans la tête. Bah, je sais pas pourquoi j'ai une image pour tout le monde, et du coup, pour tous les animaux, et du coup, c'est en mode, j'ai pas envie de tuer les animaux. Après, je m'en branle, le truc que si les gens ils mangent de la viande, je m'en tabasse. Enfin, tous mes potes ils mangent de la viande, ça cuisine des steaks chez WAM et tout, je m'en fous. Juste moi, je mange pas la viande et voilà quoi. Ouais, donc ça va pas te dégoûter si quelqu'un bouffe un Oh steak à non, côté de toi, non, quoi. non, non, du tout. Ok, et ça va au niveau comment tu le vis au niveau de ton alimentation, de ta santé, tout ça, genre t'as tu sais, j'ai déjà lu des choses où finalement les protéines végétales elles vont pas t'apporter Ah, tout ce que les protéines franchement, animales peuvent franchement, t'apporter à et qui quand peuvent se complémenter, tu sais. non, franchement, rien du tout ça, c'est faux de fou malade.
j'ai commencé à la base, j'étais hyper skinny, je faisais genre 58 kilos. Je me suis mis à la salle pendant pendant un an et demi, je suis monté à 85 kilos il y a 2 ans en rushant de ouf. Bon, maintenant j'ai tout perdu, je fais ça et je mange comme de la merde. Et je mangeais des steaks végétaux, je mangeais mes 250 grammes de protéines par jour. Je prenais je prenais mon poids et tout. En vrai, c'est des foutaises de malade, quoi. Ok, ok, Franchement, d'accord. j'ai toujours eu une énergie. Je suis végétarien depuis 10 ans. À 15 ans, j'allais courir 50 km dans les montagnes en faisant courant par la journée. Je faisais des compètes d'échecs j'étais concentré à jouer pendant une partie pendant 8 heures. Et après, je faisais de la muscu. Bon, pas au niveau d'Alan qui soulève 120 milliards de kilos, mais j'étais à 98 au bench et je faisais 180 au soulevé de terre. Ah, je mangeais pas de viande, hein. En vrai, Ok, c'est juste que, ok. c'est juste que, en fait, c'est juste que le truc, c'est qu'il faut pas arrêter de manger de la viande. Il sait pas se complémenter, mais j'ai arrêté de manger de la viande, mais j'avais toujours une habitude de viandard. Du coup, je mangeais des steaks de soja et des trucs comme ça, et t'as les mêmes protéines dedans. C'est sûr que si tous les midis tu manges des pâtes et de la salade, et du coup, un jour Ouais. t'arrêtes de manger de la viande, et du coup, tu manges que des pâtes et de la salade, ah, il y aura un problème. Mais si tu remplaces Non, par non, des mais steaks, c'était genre, par exemple, si tu prends, tu sais, les lentilles, elles vont t'apporter des protéines, mais finalement, elles vont manquer de certains, je sais pas si c'est les acides aminés ou des trucs comme ça que tu peux retrouver finalement dans les viandes animales, quoi. Mais enfin, bref, c'était juste savoir si tu te supplémentais par rapport à ça ou vraiment pas. non, franchement, non. Et franchement, tu vois, même mon daron, après, mon daron, c'est pas un mec musclé, mais il est vegan depuis longtemps, et il mange que cru. Et, Ah ouais, ok. il mange que cru et il fait je sais pas s'il y a des gens qui connaissent la diagonale des fous, genre la course de 180 km à la Réunion où tu cours pendant 48 heures dans les montagnes. Il a fait tous les ans, il doit courir 100 km par semaine et il a zéro problème, quoi. Il est en parfaite santé et tout, quoi. Donc je pense Ah ouais, vraiment, folie. tu vois, je pense vraiment que, enfin, moi dans ma famille on l'est tous et j'ai jamais vu un manque de santé ou quelconque problème, quoi. Après Ok, très peut-être ça intéressant. demande des nations ou je sais pas quoi, mais moi, Ok, ok. Ah, c'est une folie. Très intéressant. Non, mais parce que, en fait, ça permet aussi, moi personnellement, dans ma tête, de me projeter après dans l'idée de comment tu es devenu ce que tu es maintenant, de par ton éducation, de par, si tu veux, le persona de ton père, le persona de ta mère, ouais. et comment, en fait, ça a mené à qui tu es Mais maintenant. je Tu pense vois, que voilà, toutes ces habitudes. le gros truc que j'ai pas raconté aussi, c'est que toute ma vie, je me suis fait frapper. Genre, jusqu'à que j'étais au lycée, genre, après au lycée, c'était moins, mais genre, par exemple, au collège jusqu'en troisième, j'arrivais le matin, je me prenais une droite par tous les mecs de la classe. En mode grosse mission. Sérieux. Ouais, grosse Pourquoi? Parce mission. que, genre, t'étais le mec bizarre. Ouais, j'étais le mec. En gros, genre, surtout au collège, j'étais le mec bizarre où j'arrivais et en gros, j'allais voir tous les mecs populaires qui jouaient au basket et qui avaient toutes les meufs. Je disais, frérot, j'ai découvert un mot dans le dictionnaire, tu veux que je t'explique la définition? Il me disait, nique ta mère. Je disais, s'il te plaît, laisse-moi te raconter. J'étais trop bizarre. Ah ouais, purée, folie. Genre, Ok. tu vois, je lisais que des livres, et j'avais pas de téléphone, j'avais pas tous ces trucs-là et tout. Quand j'étais au lycée, quand j'étais, je sais pas, j'étais en seconde ou en première, je me posais les jambes croisées contre les cages de foot pendant que les gars ils jouaient au foot et je lisais des livres sur l'espace, à essayer de comprendre les planètes. Puis j'arrivais les voir et je disais, frérot, t'es au courant, il y a une planète naine dans la ceinture d'astéroïdes. Ça s'appelle Cérès. Alors, en fait, la ceinture d'astéroïdes, c'est pas que des ceintures d'astéroïdes, il y a une planète dedans. Le mec, je m'en fous. Et je disais, mais non, écoute, en vrai et tout. Donc, ouais, Putain, plus le ah, délire c'est où j'ai sauté chaud. une classe, toujours des bonnes notes et tout. T'es un peu tu sais, le mec chiant, bizarre qui a des bonnes notes et c'est pour ça qu'au final, tu vois, quand j'ai eu toute la hate sur Twitter à l'époque et tout, bon, en vrai, maintenant, la hate, ça me fait plus rire et tout, parce que j'ai tellement été habitué toute ma vie à être le mec truc. Sauf qu'à l'époque, en fait, j'étais le mec bizarre, mais j'étais vraiment bizarre, tu vois, j'étais vraiment bizarre. Maintenant, si je prends de la hate, je sais tellement que ce que je fais à côté, bah, c'est d'art, que ça me fait plus rire, tu vois. Ça me fait plus rire, et Ouais. après, ça m'a même amusé de retweeter en disant, bah voilà et tout, ou de parler, ou tu vois, donc Et voilà. comment ça se fait que, tu sais, il y a beaucoup de jeunes qui se sont fait bully comme ça et qui finalement, en fait, ils mènent une vie très difficile, tu vois, ou genre ils continuent à se faire bully dans toute leur vie. Finalement, pourquoi toi ça a été différent? Bah, je je sais pas, je dirais c'est quand je suis parti à Paname. Je suis parti d'un coup, faut se dire, j'avais rien, mes parents étaient stricts, j'avais pas d'argent, je savais pas ce que j'allais faire, j'étais un mec, je me faisais bully. Et d'un coup, j'ai fait une marque de vêtements, j'ai vendu 100 000 balles de sap, je suis parti à Paris, meilleure école de mode du monde. Sur les réseaux sociaux, bah, les gens ils me suivaient un petit peu, donc j'avais un truc où t'as un ego sur les réseaux sociaux. Et du coup, quand je suis arrivé, bon, j'étais pas en mode sociable, genre, faut se dire, j'ai deux potes, je sors jamais, donc j'ai jamais été en mode sociable. Mais du coup, en fait, j'ai compris ma valeur. Et au début, ma valeur, ben, à l'époque, j'avais dépensé un peu, je m'achetais des sapes. Ensuite, du coup, j'essayais de m'habiller bien. Ensuite, je me suis habillé bien, c'était mieux, mais je me trouvais toujours skinny. Donc, je me suis mis à la salle. Et après, à la salle, forcément, j'ai fait un an et demi de salle, je suis devenu beaucoup plus, entre guillemets, je me suis musclé je me suis musclé les corps, j'ai commencé à me trouver beau et tout. Donc, je commençais à me poster plus sur Instagram, masse de compliments et tout. Et du coup, j'ai vu un truc où, en gros, là, c'était l'année dernière. J'avais du mode dans ce que je faisais. Physiquement, tout ça, j'avais du succès avec les meufs, j'avais de l'argent et tout. Donc j'étais en mode, en fait, c'est bon, j'ai coché toutes les cases. Et du coup, après, j'ai commencé à m'en foutre totalement. Et ça, maintenant, genre, je fais plus trop attention à moi. Quand je m'habille, franchement, là, je crois, je dois avoir le fait depuis 3 jours. Ah, je m'en fous, je m'en fous. Je sais pas, maintenant, vu que j'ai acheté tous mes Schlinguer cas. dans l'open space, les mecs. Non, mais tu vois, en mode, j'ai un truc où maintenant, vu que je sais que je, Ouais. je kiffe ne plus avoir. Et que du coup, quand les gens ils me voient, ils disent c'est qui ce débile. Et mais moi, je sais, tu vois.
Genre, je kiffe. Je capte. Ouais, je capte. Et c'est pour Non, ça que en des fois fait, aussi sur Twitter, je fais le en mode golemont et tout. Les gens, ils doivent se voir, ils me savent pas, ils disent c'est qui ce débile. Et je kiffe les gens qui le font, les gens, ils disent c'est qui ce débile. Tu vois, ouais. je sais pas, mais Non, voilà. non, mais je capte. Mais tu vois, bon, là, j'aimerais faire une petite parenthèse pour expliquer que finalement, tu vois, même là, les gens, ils pourraient se dire, ouais, il y a aucune value. Enfin, je ne sais pas s'il y a des gens qui se disent ça là actuellement. Mais les gars, si vous écoutez son discours, moi, je trouve qu'il y a une value très importante dans son histoire. C'est que finalement, il a des idées, il a des envies, et il se contente de les faire. Et ça, je pense que c'est vraiment une des choses qui manque à beaucoup de personnes qui donc n'ont pas eu peut-être l'éducation stricte qu'il a eue ou ont eu, voilà, bref, peu importe, on s'en fout. Genre, tout simplement, moi, ce que je remarque, c'est que tu veux des choses et juste tu fais des choses dans cette direction. Et je pense que c'est l'une des choses les plus importantes à la digérer, que j'ai l'impression que finalement, au-delà de tout ce qui pourrait te différencier de quelqu'un, ben, la chose la plus importante qui te différencie des gens qui réussissent ou réussissent pas, ben, c'est juste ce que tu fais et que tu as fait. Je sais pas si tu es assez d'accord avec ça ou pas. Ouais, ouais, bah, en fait, c'est surtout le fait de pas se poser de questions. Et en fait, j'ai le cheat code aussi, où sachant que je fais pas ça pour l'argent et que j'aime travailler et que j'aime galérer, bah en fait, Ouais. tu vois, t'as des gens, ils vont être en mode putain, je me sacrifie, mais j'ai la vision plus tard, je le fais tout ça pour ça. Moi, je le Mmh. fais pas pour plus, moi, je le fais pas pour plus tard, mais je le fais parce que je kiffe galérer en fait. Enfin, c'est comme si t'es en mode putain, je galère à m'entraîner pour cette course, mais j'ai trop hâte d'avoir fini. Et en fait, c'est comme si moi, je me disais, je m'en bats les couilles d'avoir fini, juste je kiffe galérer. Mais en fait, c'est cheat code quoi. Ouais, tu vis ta vie en fait, tu vis l'instant présent, Ouais, tu appliques le livre, Le pouvoir du moment présent quoi, finalement. ouais. Non, non, c'est Et très sauf, et fort. sauf qu'en même temps, moi, j'ai toujours trouvé, enfin, tu vois, grave les trucs en mode de je sais pas, t'as plein de gens, ils kiffent les trucs de. Je sais comment il s'appelle, la Goggins, David Goggins, tous ces trucs, genre en Ouais. mode de mental. J'ai jamais écouté tous ces trucs et moi j'ai toujours été en mode de. Bah, je fais sans réfléchir et j'ai. Et voilà, tu vois, moi tous les trucs de motivation, tout ça et tout, t'as grave des gens, ils pourraient penser, ouais, il a écouté les trucs de motivation pour avoir ce mental. J'ai jamais écouté, je m'en fous. Non, t'as une bonne éducation. T'as une bonne éducation, tout simplement, parce que moi, une des choses que j'ai remarqué dans nos générations-là, donc je parle de façon très large, hein, ça peut aller de ma génération, moi je suis de 97-97, toi donc je crois que t'es de 2003, 3. voilà. Euh, euh, Moi j'ai l'impression qu'une des choses les plus importantes, c'est le daron, entre guillemets, Ouais. étant donné qu'on sait que l'homme et la place de l'homme, elle est très remise en question, tu vois, elle est très, très remise en question. On se pose vraiment qu'est-ce que l'homme il doit faire, comment il doit faire, est-ce que l'homme c'est être viril, est-ce que l'homme sait faire, est-ce que l'homme c'est ceci, cela. Et je pense que finalement, ce qui va nous permettre de redéfinir ce qui est bon ou pas d'être homme, c'est tous les hommes justement de notre génération qui vont réussir et qui auront eu une éducation et qui vont ensuite la faire perdurer. Et ça va nous permettre, en fait, avec les prochaines générations, de comprendre, en fait, c'est quoi être un homme, finalement. Et que c'est Ouais. pas genre juste être le mec hyper testostérone, Ouais. mais que c'est quand même aussi d'être un mec qui fait des choses parce que Genre en faut mode, faire des trucs. ouais, moi, je suis 100% d'accord avec toi. Mon daron, aujourd'hui, c'est mon plus grand héros. Mon daron, en gros, mes grands-parents, c'est des immigrés italiens. Mon daron, quand il était petit, il était SDF. Il vivait à la rue avec ses papis, avec mon papy. Hmm. Pour se payer ses études au début, en gros, il faisait ses études de comptabilité. Après, il était balayeur. Et le soir, il travaillait dans un parking comme surveillant et il dormait sur son siège de parking. Ah ouais. Puis il a fait ses études. Après, il a rencontré ma daronne. Il a tout quitté. Ils sont partis, genre, en gros, ils partaient avec 200. Ils sont partis faire le tour du monde. Genre, ils se sont fait kidnapper au Yémen ou des trucs comme ça. Ils s'en battaient les couilles. Il était trop fou. Et après, il est revenu. Et quand je suis né, il s'est dit, OK, faut que je travaille. Il avait pas d'argent, il a dit OK, faut que je travaille. Il a passé son diplôme d'expert comptable. Et après, très vite, il a dit à ma daronne, bah, si tu veux t'occuper un peu des enfants et tout, t'inquiète, je vais gérer. Et moi, mon daron, au final, je l'ai jamais vu quand j'étais petit. Il travaillait tout le temps. Et encore aujourd'hui, maintenant, bon, il est pas riche, mais il a un peu. Si je dirais pas qu'il est aisé, mais il est pas dans la galère, mais il est pas aisé non plus, mais voilà quoi. Et Ah, il est bien, il est bien. ouais, mais je sais pas ce que c'est bien, mais je sais même pas comment définir. Mais tu vois, enfin, et il pourrait s'en battre les couilles. Et pourtant, tu vois, quand je fais ma logistique, quand je faisais ma logistique de colis, j'étais fatigué, donc je me réveillais à 9h, 6h30, il faisait mes colis. Après, un moment, je faisais une sieste. Je lui ai dit, papa, je vais faire une sieste 15 minutes. J'étais tellement épuisé que j'ai dormi 1 heure. Il a pas arrêté de faire les colis, tu vois. Il est là, Hmm. il travaille, quoi. Genre, Ouais. pendant mon pop-up store, pour ramener des meubles, pour comment ça s'appelle, pour ramener pour ramener des meubles au pop-up store parce qu'il y avait des meubles, il a pris un camion et il a fait 7 heures ou 8 heures pour faire Sud Paris. Et après je lui ai dit ah mais Ok. comment je ramène le camion, il m'a dit bah t'inquiète, laisse le camion, je reviens en voiture. Il s'en fout, Ouais, tu ok. vois. Et mon Ouais, daron il est déter de fou. et en Et il fait t'a transmis cette déterre, en ouais, fait, c'est c'est ça. ça. Et en fait mon daron c'est pareil que moi mais en pire que moi, mais il a vécu que par le travail, tu vois. Ouais, ça me rappelle, c'est très italien, hein. Moi, Ouais. j'ai justement ma copine, voilà, c'est pareil. Son grand-père, c'est pareil. Et mon papy, c'était la pire chose. Le pauvre, pas son âme, il est mort en travaillant. Genre, il était malade, il continuait à y travailler, il avait rien à payer. Et juste, il avait 80 ans et il continuait à aller fabriquer des maisons à 80 ans alors qu'il était malade. Il a dit, je sais pas quoi faire d'autre. Et miskin, il est mort, enfin, le pauvre, il est mort comme ça, quoi. Mais juste, il savait rien faire d'autre.
Tu vois. Mais mourir au bureau aussi, Non, non, frérot. non, mais tu vois, après, en chaque génération, ça descend un petit peu. T'as vu, mon daron, il va pas mourir en faisant de la comptabilité. Moi, Ok, je suis pas aussi hard que mon daron, mais je pense qu'il y a un truc comme ça dans le truc, quoi. ok. Non, non, très très intéressant. Les gars, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut même vous faire monter et tout. Là, c'est Ouais, le moment un et peu surtout, plus. on a pas trop on a parlé beaucoup mental, mais s'il y a des gens qui veulent Ouais, parler, enfin, surtout de organique, le contenu organique, tout, en mode, justement. on Voilà, peut je voulais aussi, qu'on quoi. aborde un peu plus ça, ouais, exactement. Stratégie organique, marketing organique. Ce qui est très intéressant quand on regarde ton profil, c'est que finalement, on pourrait s'attendre à ce qu'il faille connaître les réseaux sociaux sur le bout des doigts pour les maîtriser. Mais finalement, tu as eu ton téléphone hyper tard, à partir de 16 ans, 17 ans. Comment tu as fait pour comprendre le marketing organique? Voilà, c'est quoi ta réflexion derrière? Bah, en Comment fait, tu parce que, essayes de faire des vidéos qui fonctionnent? ouais, selon moi, et j'en parlais avec Alan, enfin, Alan Nicomgaï la dernière fois quand il est venu et qu'on discutait organique. Alors oui, il y a des strates à respecter en organique, mais la meilleure strate à respecter en organique, c'est de ne pas avoir de strates. Parce que c'est comme ça que c'est différent. En fait, et j'en discutais, et en fait, j'ai compris ça aussi quand j'ai compris comment ça marchait une ads. Alan, il m'a expliqué que pour faire une ads, il faut être le moins broad possible. Au moins, tu sais que tu cibles bien ton public. En fait, en orga, si t'es trop ciblé et que tu veux directement parler à ton persona, bah ça va pas marcher parce que ça va faire chier absolument tout le monde. Et qu'en organique, il ne cible pas les gens. Enfin, s'il y a une personne qui voit et qui like, là, il va pas dire je vais montrer à 10 autres mêmes personnes. Non, il va juste montrer à 10 autres personnes. Et du coup, il faut rester le plus broad possible et toucher le maximum de monde. Et surtout, il faut pas, enfin, surtout vous qui avez des coms, il faut pas vendre son produit. Si tu vends ton produit, c'est mort. Parce que les gens, ils sont pas là pour acheter un produit. Les gens, ils sont là pour être divertis. Attendez, il y a quelqu'un qui sonne. J'ai un pote qui arrive. Attendez, je vous juste. Pas de souci, tranquille, tranquille. Et en fait, ouais, si au final vous vendez vous êtes là pour vendre votre produit, vous mettez un truc où vous citez les avantages du produit, tout ça et tout, bon, il y aura peut-être un cas où il y aura des exemples où ça marchera. Mais au final, c'est qui les gens qui percent le plus en organique? C'est les influenceurs. Les influenceurs, ils font quoi? Ils vendent un produit? Non, leur vie, ils partagent leur lifestyle, ils font rire les gens, ils divertissent les gens. Donc en fait, c'est comment tu transformes ton produit ou ton produit, ton shop que tu vends ou quoi, en influenceur. Soit parce que le produit, tu vas faire de l'humour autour de ton produit, tu vas mettre ton produit en scène au travers. Je sais pas, genre par exemple, moi je pas envie de dire le produit de quelqu'un, donc je vais essayer de sortir un autre exemple de le produit d'Alan, ou parce qu'on avait l'exemple où on avait dit avec Alan, mais si je sors un exemple, je sais pas, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais il faut mettre le truc en situation pour que, en gros, pour que les gens restent, il faut que ça soit comme si tu as envoyé un snap ou que c'était un truc où. Enfin, il faut que ton produit il fasse partie d'un scénario, il fasse partie d'une vidéo. Et oui, il fait partie de la vidéo et peut-être il est le centre de la vidéo, mais la vidéo ne parle pas de ton produit. Et tu sais que moi, je viens de comprendre, mec. Et c'est hyper logique, hein. C'est qu'en fait, faire du marketing organique, dans le terme marketing organique, il y a organique, et il faut que du coup ta vidéo elle-même soit organique. Et c'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire organique, ça voudrait dire que il n'y a pas eu d'itération. C'est une forme, voilà, qui émane entre Ouais, guillemets. Donc voilà, quand tu vas justement faire ton snap, faire ton truc, bah c'est très naturel comme tu dis. Même si tu peux y réfléchir et dire ouais, je vais faire mon snap comme ci comme ça. Et il faut en fait réfléchir à faire en sorte que ce soit le plus naturel ouais, possible, le mais plus il y organique. a quand même des codes à respecter, genre un hook, un truc où par exemple tu montres une personne, tu mets le doigt pour montrer la personne. Si tu montres Bien sûr, quelqu'un qui filme, tu vas plus filmer en 0,5 qu'en 1 ou je sais pas quoi. Mais il faut se dire qu'aujourd'hui, en fait, souvent les gens, moi quand je vois qui sont en e-com, qui font du drop et qui font des ads et qui ensuite essayent de faire d'organique, c'est qu'ils vont reproduire ce qu'ils font en ads en organique, ou alors ils vont penser à du contenu UGC et ils vont faire des vidéos hyper chiantes qui étaient comme du contenu UGC. C'est qu'en fait, quand tu fais des ads, tu payes pour avoir les vues. Là, tu payes pas pour avoir les vues. Il faut que les gens regardent. Et en fait, il faut que te dire genre regarde, trouver un mec qui fait de l'organique et pour qui ça marche pas, et regardez à quel point ces vidéos sont chiantes et à quel point ces vidéos vous les regarderez pas. Aujourd'hui, tous les mecs qui font de l'e-com, vous êtes tous des mecs, nous, tout le monde, on est des consommateurs d'organique. On passe du temps, on like, on enregistre des vidéos, on kiffe, on envoie à nos potes et tout. Mais à chaque, c'est pas une ads, c'est une vidéo parce qu'elle nous a fait rire, parce que c'était marrant le truc, parce que la meuf ou le mec dessus était beau, donc les gens sont restés sur la vidéo, parce que t'as eu, enfin. C'est comme j'en discutais avec Nico des natifs où les ads doivent faire ressentir un truc. Là, c'est pareil dans l'organique. Mais si tu vends un produit, la personne elle va dire mais je m'en fous, il me vend un produit, je suis pas là pour acheter quoi, tu vois. Donc c'est l'opposé quoi. Et surtout que l'organique c'est tellement broad que si tu vends un produit et que la vidéo elle est axée pour vendre ton produit, bah tous les gens qui n'ont pas envie d'acheter ton produit ils vont swipe. Et donc au final tout le monde va swipe. Alors que si en fait c'est je sais pas, bah tu vends un ballon de foot et au lieu de tu vends un ballon de foot. Et exemple, tu vends un ballon de foot. Au lieu de mettre les avantages de ton ballon de foot, je sais pas, tu mets au milieu de la rue, toi avec le ballon qui headshot des gens dans la rue en mettant des grosses patates dans le ballon qui va toucher des gens. Bah là c'est marrant parce que le ballon il est marrant. Et après tu mets un faux commentaire de quelqu'un qui dit c'est quoi la rêve du ballon, il est insane. Et là en réponse à la question, tu peux marketer ton produit.
Mais si tu fais une vidéo, ah, j'ai un ballon, il est incroyable, achetez mon ballon, il pèse moins lourd, il va avoir faire des perfs, c'est trop chiant, on s'en bat les couilles. Alors que par la preuve, il y a que des mecs qui vont aimer le foot qui vont regarder ça. Alors que si tu fais une vidéo où tu es dans la rue, tu tires sur le ballon, et tu chattes une daronne qui après elle tombe, elle se met à pleurer, et puis après t'as quelqu'un, enfin je sais pas, peut-être pas faire ça, mais tu vois, Si, si, c'est une très bonne idée, quoi. mais tu vois, genre, et là, du coup, tu l'as transformé en truc organique, et du coup, c'est intéressant parce que ça plaît à tout le monde. Et le ballon, c'est le centre du scénario, c'est le centre de la vanne, ou alors c'est le centre du truc, tu vois. Mais, ou alors, je sais pas, tu fais une vidéo où tu as le ballon, et le ballon, je sais pas, tu jongles dans la rue, après, tu as une meuf qui vient te demander, putain, tu jongles bien, je peux avoir ton snap, ou je sais pas quoi. Puis après, tu fais la suite du scénario, ils se date, ou je sais pas quoi, et tu racontes comment tu as géré la meuf, ou je sais pas quoi. La vidéo, elle porte pas sur le ballon, mais le ballon, c'est le centre de l'attention, tu vois. Donc, le ballon fait Ouais. partie de la vidéo. C'est ça à faire, en fait. Et c'est ça le secret pour moi. Ok, c'est très intéressant, Tu mec. vois, Ça, c'est vraiment très moi, j'ai jamais intéressant. vendu mon produit. Juste, j'ai fait des vidéos où on voyait mon produit. J'ai fait des vidéos où t'avais des mecs qui tabassaient d'autres mecs ou kidnappaient d'autres mecs pour le hoodie. Ensuite, j'ai fait des vidéos où j'ai expliqué le produit, mais en mode marrant, en mode humour. Mais je mets toujours en scène le produit dans un truc ou attirant, ou marrant, ou alors, ouais, un truc qui va faire interagir les gens, quoi. Ouais, ouais. En fait, ouais. Ouais, il y a pas mal de choses liées au désir aussi. Bon, bah, forcément, dans ta niche, mec, qui est, bah, les vêtements, bah, c'est le facteur numéro un. Est-ce que t'as pas beaucoup joué, j'ai l'impression, sur l'appartenance à la communauté ou, je sais Ah non, pas, ouais, ouais. j'ai pas beaucoup joué parce qu'il n'y avait pas encore de communauté. Mais par exemple, là, hier, il y a 3 jours, il y a un mec qui m'a contacté. Il m'a dit: Ouais, frérot, t'es chaud, je me tatoue le logo de ta marque et j'ai un hoodie gratuit parce que je pouvais pas l'acheter au drop 2. Je dis: Vas-y, chaud, pourquoi pas. Et j'ai mis une story, s'il y a des gens qui étaient chauds de faire pareil. T'as 50 mecs qui ont répondu, donc j'ai choisi 8. Donc là, vendredi, j'ai un tatoueur qui vient au bureau pour tatouer 8 pélos qui vont majeurs pour qu'ils se tatouent le logo de la marque contre un hoodie gratuit. Bah, ça, tu vois, on va se filmer et ça va faire une vidéo en mode communauté. Mais. Ça va faire mais du buzz surtout, mec. Mais mec, putain, c'est fou, mec. Genre, il chose très cohérente et très positive, mec. C'est incroyable. C'est incroyable. mais voilà. Et du coup, c'est marrant en fait. Et surtout maintenant, je suis beaucoup plus capable de donner ces conseils parce que vu que maintenant je fais de l'ADS, on m'a expliqué l'ADS et je vois tout ce. Et vu qu'en fait, je vois ce que je dois pas faire. En fait, je savais faire en organique, mais en fait, je me réalisais pas ce que je faisais. Et maintenant, j'ai compris ce que je dois plus faire en ads. Et du coup, je sais que ce truc que je dois plus faire, c'est ce que je faisais en organique qui a fait marcher. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc maintenant, j'ai Ok. beaucoup plus la possibilité de raconter, d'expliquer. Ok, non mais c'est clair et de toute façon toutes les vidéos que tu as en organique tu peux les puber quoi. C'est simple. Parce que Pas tout, si elles non, ont déjà pas tout au fonctionné en final. organique. Pas tout au final, parce que certaines, elles sont beaucoup trop broad. Genre une vidéo où je kidnappe un mec, mais en fait, de ce qu'on m'a expliqué, enfin, Alan Il et te manque Exami, le hook, c'est ça? ouais, c'est ça, mais du coup, la vidéo, elle va être montrée à plein de mecs qui vont rester et qui vont être accrochés parce que miskin, c'est marrant de voir le mec se faire kidnapper. Mais du coup, ça veut dire que je vais avoir beaucoup d'impressions, mais mon taux parquet qui sera dégueulasse ou chez le CPM, CVR, je sais pas quoi, parce qu'en fait, j'ai touché trop broad. Alors qu'en fait, sur les ads, il faut que je reste vraiment axé vêtements ou axé skin pour être sûr que les gens qui vont le voir, ça va être des gens qui vont être intéressés par le produit. Ouais, mais après si tu gardes le reste de ta vidéo et en fait ça va se jouer dans le hook, c'est les personnes qui vont être hameçonnées justement. Et ben si tu montres ton produit dès le début ou que tu parles de ton produit dès le début et que ça a un lien avec le vêtement, tu sais pas, mec. Finalement, moi personnellement, moi j'envisagerais. Mais bon, bref. Ouais, en vrai, je sais pas non plus. Est-ce que tu as d'autres choses concernant le marketing organique, même Euh, si tout ce dont tu as évoqué là, c'était Bah, hyper intéressant. le plus simple aussi, c'est quand même d'avoir de l'humain. Les gens, ils suivent pas des produits, ils aient de l'humain. Enfin, le plus simple en vrai, mais je sais que beaucoup sont pas prêts à le faire. Et en vrai, sur des boutiques drop, si t'appliques, c'est différent. Donc, trouvez-vous quelqu'un qui peut incarner. Mais si c'est une boutique que vous avoir long terme, enfin, moi, tu prends tout le skill que j'ai pour faire du marketing, de l'organique, et tu prends tout mon produit qui plaît aux gens. S'il n'y a pas moi sur les. Je vends 70% en moins, tu vois. Parce que l'humain, Mmh. ça crée un truc. Tu suis quelqu'un et t'achètes pas un produit, tu suis le mec, tu vois le mec travailler, tu vois le mec faire ça, tu vois le mec t'associer à une figure, c'est humain, t'es rassuré. Il y a de l'humain, quoi. Ouais, ouais, clairement. J'avais vu ce truc d'ailleurs où aujourd'hui on a quand même beaucoup de logos, on est assailli de logos et finalement en fait la puissance du logo est tellement faible comparée à la Mm. puissance du visage humain. Et je crois que il prenait des exemples avec par exemple Cristiano Ronaldo qui était beaucoup plus suivi que la marque la plus suivie sur Instagram quoi. Non. Et Parce que c'est le visage. Et surtout, le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est fait différemment. Et ça, le meilleur exemple que j'ai, c'est quand je me suis créé un compte Twitter je sais pas, en mai, je crois, en mai dernier. Je suis arrivé sur Twitter et je me suis dit, merde, je comprends rien à l'e-com, je vais devoir faire, donc j'aimerais bien avoir 2-3 conseils. Donc mon objectif, et c'était marrant en plus, parce que mon objectif quand je suis arrivé sur Twitter, j'ai vu 3 mecs qui avaient l'air intéressants. C'était Alex, Alan et Vincent. Et je me suis dit, putain, faut que j'arrive à devenir pote avec eux. Ou pas pote, ou entre guillemets link avec eux, parce que peut-être ils peuvent avoir des conseils pour m'expliquer 2-3 trucs. Au final, ça a plutôt bien marché. Mais surtout, je suis arrivé sur Twitter, après je me suis dit, merde, si je veux avoir de la visibilité, ben, j'ai regardé ce que tout le monde fait sur Twitter. Sur Twitter, tout le monde écrivait, tout le monde était sérieux. Donc je me suis dit, je vais pas écrire, je vais poster des vidéos. Tout le monde est Oui, non, en fait, je me suis dit, tout le monde écrit, tout le monde fait le mec alors que la majorité ils ont rien fait, et tout le monde écrit. Donc je me suis dit, ce que je vais faire, je vais faire des vidéos, je vais faire le mec débile, mais vu que je fais des trucs legit, ben ça contraste avec les mecs qui écrivent beaucoup, qui sont très sérieux et qui font rien.
Et du coup, je me suis dit, ok, je vais faire un mec débile. Je me suis posté des vidéos où je chantais, où je faisais des trucs le débile. Euh, je, je faisais l'également, je faisais exprès d'écrire mes trucs avec plein de fautes et tout. Au moins, tu vois ce tweet. Et en vrai, t'as dans TL, t'as 10 mecs qui expliquent des trucs sérieux en faisant des longs trades. Et tu vois un mec qui explique qui écrit mal mais qui raconte un truc qui a l'air d'art. Bah, ça t'interroge et tu suis. Et voilà quoi. Et du coup, l'organique que j'ai fait sur Twitter, ça représente bien la strat de toujours faire un truc différent et toujours se différencier quoi. Ok, ouais, c'est vraiment très intéressant. Très, très cool. Euh, Ensuite, moi, j'aimerais parler de ton identité de brand. Comment t'as réfléchi à ça? Pourquoi Arentril? Pourquoi ce logo-là? Parce que c'est quelque chose aussi qui est vachement important, surtout dans ta niche. Est-ce que tu as regardé le truc de Virgil Abloh, son site là, où il te donne des idées, ou qu'est-ce que tu as fait pour ça? Rien en vrai, je pense. Enfin, je l'ai à la fois, mon image de marque, à la fois je la réfléchis sur le site et à la fois je la réfléchis pas dans l'image que je communique et que je. Mais logo, j'adore mon logo, je le trouve incroyable. Mais franchement, j'aurais un logo qui ressemblait je sais pas, à une tub, j'aurais vendu la même chose, quoi. On s'en fout. Ok. Enfin, Donc non, ça, c'est pas quelque chose que tu as très, très en fait, réfléchi. si, en fait, à la fois si et tout, parce qu'aujourd'hui, l'application, elle est super belle, le site, il est super beau, donc c'est important. Juste, en fait, il faut que ce soit beau et que ce soit bien fait. Mais si un truc est bien fait et que tu dis aux gens que c'est beau, les gens le trouveront beau. Le Mhm. logo Louis Vuitton, tu le trouves pas beau parce qu'il ressemble à ça. C'est juste que c'est parce que c'est Louis Vuitton. Tu Ouais, vois? ouais, Si le exact. logo, Pareil pour le nom. si le logo Louis Vuitton, c'était le logo de Carrefour, tout le monde voudrait monogramme Carrefour. Tu vois? Ouais, exact. Ça serait trop d'art. Mais au final, si je te fais un monogramme Carrefour, tu vas me dire de lâcher parce que c'est Carrefour. Tu vois? Ouais. Donc en fait, aujourd'hui, ce qui est le plus important, en fait, il faut que le branding soit efficace. Et s'il est en plus super beau et qu'il colle bien, c'est bien. Mais surtout, c'est un produit efficace. Tu vois? Si tu as un logo de ouf, mais que ton produit, ton vêtement, il est nul, les gens, ils portent pas un logo. Les gens, ils portent un vêtement. Les gens, ils achètent l'expérience, l'application, tout ça, tu vois? Il faut que le produit soit bien et ensuite le logo, bah, s'il est encore mieux et qu'il fit, c'est bien. Mais voilà, quoi, tu vois? Ouais, ouais, je capte. T'as des gens qui refusent Aaron Wheel, je crois que c'est la pire erreur que j'ai fait, sinon ils puent la merde en vrai. À chaque fois que j'arrive devant des gens, ils disent quoi? Artan Drill, Artan. Ouais, ouais, ouais. C'est le pire, je crois Mais, que c'est la pire erreur que j'ai faite. mais peut-être pas, parce qu'à l'international, finalement, Ouais. ça va peut-être te servir, Et quoi. en vrai, le nom, personne ne sait le prononcer. C'est pas Mais empêcher de si faire t'as un réussi à compliment. faire ça en France avec, c'est que c'est bon. Tu Ça t'a vois, fait le plus dur. j'aurais appelé je sais pas, je sais pas, Red Bull, ça s'appellerait Mentos, bah t'auras acheté des Red Bull quand même, tu vois. Ouais, ouais, clairement. Donc en vrai, le nom, enfin, si t'as trop de gens qui se posent plein de questions sur ça, je sais pas. Moi, franchement, Rintu, je crois que j'ai mis avec ChatGPT, j'ai dit trouver un nom, il a mis un truc. Ok. J'aimerais revenir sur l'aspect identité, enfin le founder lié à la brand. Toi, donc ce que tu dis, voilà, c'est que à l'inverse de Suprême, tu veux faire en sorte que tu sois hyper accessible, mais que tes vêtements soient hyper inaccessibles. Comment tu comptes scaler ton accessibilité finalement? Parce que quand pour le moment, bon, tu as fait un drop, ok, mais imaginons que tu as vraiment beaucoup de succès même à l'international. Comment tu comptes faire en sorte de En fait, rester accessible? aujourd'hui, mon accessibilité, je dirais, il y a 4 trucs. Il y a un, je suis hyper présent sur la marche, je fais des stories, et quand je fais mes stories, je suis allongé par terre, je bois une Red Bull sur le trottoir, je m'en fous, tu vois. Je contrôle pas mon image. Et du coup, en contrôlant pas ton image, en donnant pas une image de mec riche ou mec successful, les gens ils se disent, ah putain, il est comme moi, c'est un débile comme moi, tu vois. Donc, un, t'es accessible comme ça. Deux, Hmm. ça je le faisais avant, maintenant je le fais plus, mais tous les messages qu'on répond aux gens de la marque, on répond toujours par des vocaux. Et Théophile qui répond aux messages, il fait des vocaux, et les gens pensent que c'est ma voix, tu vois. Donc, t'as ce truc aussi d'être en mode hyper accessible où le mec, tu vois, t'avais des mecs le jour où ils ont reçu le produit, on avait dû être une erreur qu'on a fait, on n'a pas assez bien expliqué comment ça marchait. T'as des mecs qui comprenaient pas, ils m'ont envoyé un message, salut, désolé de te déranger, est-ce que tu peux m'expliquer? Le mec, je l'appelais en FaceTime sur Insta, et je lui expliquais, je disais salut frérot, fais plutôt comme ça. Le mec il me disait pourquoi il m'appelle, tu vois? Mais je m'en fous, ça fait proximité. Et ça fait proximité. Là, on a un Discord de la marque. Il y a 1500 personnes sur le Discord et t'as 2000 messages qui sont échangés par jour. La dernière fois, je chiais, je leur snappais quand je chiais dans le Discord, je m'en fous, quoi, tu vois. Genre, les vrais héros, ils doivent se dire, c'est qui se fout, il a une marque, il vend 300 000 vêtements, ça sold out, il a une tech de bâtard, et là, il est en train de chier, il nous snap quand, tu vois, je les prends en vogue, des fois, ils sont en vogue, tout son truc, je fais un vogue, et genre, au lieu de faire le vogue où je suis bien assis qu'un beau décor, je suis en train de, enfin, tu vois, je me prends pas la tête, et du coup, je pense que les gens, il y a ce truc où ils sentent qu'il y a une proximité avec le truc. Tu vois, genre, par exemple, la dernière fois, il y a 2 jours, enfin, avant-hier, t'as un mec, il a fait le même hoodie que moi, même découpe, et il l'a appelé Phantom Hoodie comme moi. J'ai envoyé dans le canal, j'ai dit à tout le monde, j'ai dit les frérots, j'en ai marre, tu vois, en vrai, peut-être une erreur sur ça de SPI, mais j'ai dit harcelez-le, je m'en fous, son compte il saute. Alors qu'une marque, elle aurait même pas communiqué sur ça, elle aurait été pro. Et du coup, Miskin, il a reçu, je sais pas, 10 000 messages d'un coup, il a supprimé tous ses comptes, il a tout délette, il avait une marque à 30 000 abonnés, le compte il n'existe plus, tous les posts, il a supprimé le pauvre. Et ensuite, j'ai fait ça, et je dis merci de ouf les frérots, j'ai mis 2 hoodies à 2 euros sur le site, dépêchez-vous, les premiers qui copent. Et aucune marque n'aurait fait, aucune marque qui sold out en. Tu vois, t'es une marque, tu es le premier à faire ça, t'as un produit hyper qualitatif. Ça se revend 400 balles sur Vinted et Hoodie, donc ça fait rendre la valeur. Comment ça, le produit il est quali, tu sold out, t'as 150 000 abonnés, t'es certifié, t'es dans Vogue, tu dis que ça va révolutionner la mode,
Et le frérot, il donne des hoodies gratuits, il se snap dans le Discord en chiant. En fait, ce contraste, je le kiffe parce que je trouve que ça rend limite la chose encore plus. En fait, si le Founder il est hyper accessible, t'as l'impression que le produit va être accessible aussi, mais sachant qu'il est si inaccessible, pour moi, ça contrebalance la chose. Et en vrai, deuxièmement, par ma nature à moi de mec débile, j'aurais été incapable d'être inaccessible ou de faire attention à mon image. Tu sais, j'admire de ouf des mecs comme Central C ou Cortez, dès qu'ils mettent une image, le mec il est trop stylé. Moi, dès que je me prends en photo, ça pue la merde, tu vois. Je sais pas, il m'aurait fallu trop d'efforts, trop de temps de réflexion, donc de 1, j'allais pas faire. Et de 3, ça a déjà été fait de faire une marque accessible et mec inaccessible. C'est rien de faire la même chose, tu vois. Encore une fois, on se différencie. Et tu vois, je kiffe trop l'idée de un jour, sold out, je sais pas, faire une collab avec Nike ou un truc comme ça, et malgré tout, 2 minutes après, tu es dans le Discord en train de faire de la merde, quoi, tu vois. Je kiffe Ouais. cette vision-là. Et surtout, je pense qu'il y a plein de gens qui pourraient dire en mode ça va donner une mauvaise image, c'est pas bien et tout. Au final, les gens qui achètent, c'est des mecs comme nous, tu vois, ils s'en foutent de l'image. Enfin, il faut que En fait, pour moi, l'image, il y a un par. Et peut-être je me trompe sur ça, et peut-être un jour je dirais je dis de la merde et je regretterai, hein. Mais il y a un prisme où il faut pas que tout pue la merde. Il faut que le site, l'Insta, le produit, ça soit d'art et ça soit beau. Mais ensuite, si à côté de tout ça, c'est beau, donc, donc ce que les gens payent pour, c'est bien, ben, je sais pas, c'est comme la pub de Kanye West, c'est sur le billboard où il est en mode les frérots, j'ai plus d'argent pour la pub, on a tout dépensé, à juste acheter le coup, il se snap dans une voiture en mode grisier. Ah, c'est Kanye West, il a fait ça, il a vendu de ouf, tu vois. Ouais. Et je pense qu'il y a un délire où les produits inaccessibles, ils paraissent tellement inaccessibles en te rendant accessible et du coup qui restent inaccessibles, ça les reste encore plus accessibles parce que les gens ils sont encore plus frustrés. Mais c'est qui ce connard? Il est hyper accessible, il fait le mec normal, et son truc je peux pas l'avoir. Tu vois? Il y a Ouais. un truc comme ça. Et moi, personne l'a fait vraiment, donc je veux all-in dessus. Ok, je capte. C'est vraiment, c'est bien, mec. C'est très smart. Et puis finalement, tu crées aussi. Ce qui est intéressant, c'est que tu crées un attachement autour de ta personne, ce qui fait que demain, la marque, elle est plus là, tu la revends, et ben les gens vont toujours te suivre toi, et donc Ouais. finalement tu deviens, voilà, en fait, Bah, en fait, ta marque, elle a de la valeur quand même parce qu'il y a les clients, tout ça, mais demain tu relances un nouveau projet, les gens vont te suivre pas, ils se sont ouais, attachés à et c'est toi, il y surtout a que, ta disponibilité. si un jour je vends ma boîte, je sais pas, 100 millions, bah, je peux négocier un contrat à 500 000 euros par mois pour rester et continuer à vendre des vêtements alors que j'ai quand même pris le cash. Alors que si t'intègres pas ta marque, tu revends et c'est fini, quoi. Tu vois? Ouais, aussi, c'est vrai. En fait, ça a du bon, et en même temps, ça a du mal, parce que du coup, ça peut être aussi créer. C'est une question que je me pose, mais ça pour plus tard. Ça peut aussi créer de la friction quand tu revends, d'être une marque qui dit attends, putain, tu me revends 100 millions. Mais en vrai, la marque, c'est toi aussi. Toi, je peux pas t'acheter, tu vois. Donc, il y a ce Ouais, parallèle où. Et franchement, comme je te dis, ce que je dis là maintenant, ça se trouve, dans un an, on refait un Nicom Talk, je te dis, j'ai changé d'avis, c'est de la merde ce que je disais à l'époque. Juste pour l'instant, je fais comme ça, on verra, quoi, tu vois. ok, ok, ouais, je Donc, capte. voilà. Et mon personnel client aussi, c'est des 16-22 ans. Ça sert à rien que je fasse une mec stylée pour vendre à des mecs qui ont 16 à 22 ans, tu vois. Ouais, mais c'est vrai, mais d'un côté, eux-mêmes vont aller écouter Central C parce il est trop carré, il est trop stylé, ils ont envie de ressembler, tu vois. Ouais, mais tu Donc vois, tu pourrais aussi être le mec stylé auquel ils il ont me envie de faudrait, ressembler. il me faudrait trop d'efforts pour être stylé et j'ai pas le temps de faire cet effort, tu vois. Ouais, toi, tu veux être stylé dans ta bizarrerie, tu sais, Non, mais en fait, sans... c'est qu'au final, c'est que tu vois, tout ce truc où je suis hyper accessible, c'est une strat marketing, mais je la réfléchis pas. En fait, je suis juste moi-même. Quand je fais Ouais. tu vois, quand je fais mon truc, quand je fais mon snap ou je chie, c'est juste que j'envoie la même chose à mes potes, tu vois. Donc au final, c'est Mhm. juste que tous les clients, c'est comme si ça devenait mes potes. Je me suis pas dit, ah, je vais réfléchir, attends, faut que je fasse genre, tu vois. C'est en mode, alors que être stylé, il aurait fallu que je réfléchisse. Attends, faut faire la story. Attends, je range le truc du bureau, commencer et tout. Faut que je prenne un photographe pour faire un shooting et tout, tu vois. Et au moins, le moment où tu fais une photo où tu es stylé, bah, c'est encore plus fort parce que je trouve il y a ce prisme au sein. Tu vois, c'est comme, je sais pas, si t'as une. Je sais pas, moi je le voyais avec. Enfin, quand t'es en couple, ta meuf, le jour où tu sors avec elle et qu'elle est en mode hyper maquillée, hyper habillée, hyper stylée et tout, t'es en mode, waouh, putain. Alors que si elle se maquille tous les jours, hyper bien, même quand t'es tout seul, au bout d'un moment, ça devient normal. Tu vois aussi? Ouais, Tu vois ouais, le délire? ouais, tout à fait, tout à fait. Donc, et après, franchement, il n'y a aucune science derrière ce que je dis. Ça se trouve, je dis de la merde et dans 2 ans, elle n'existera pas. Juste pour l'instant, je fais comme ça, on verra. On s'en fout, Et ça ouais. fonctionne pour le moment et c'est très intéressant d'avoir ton avis. Moi, je pense il est très intéressant. Maintenant, j'aimerais aborder plutôt le côté stratégie. Toi, donc, attends, comment amener ça? Parce que c'est vrai que toi, tu fais un peu, ouais, je sais pas. Comment t'envisages tes stratégies? Dans le sens où je me dis, ouais, c'est clair, tu y réfléchis pas, tu fais les choses Ah si, comme elles en vrai, si. viennent. Ok, En, bah en gros, parfait, bah vas-y. par exemple, là, la grosse strat qu'on a mis en place. Hein, en vrai, si, dans la manière dont j'en parle, ouais, je dis en mode, j'y réfléchis pas, mais si, il y a quand même un gros truc de strat derrière chaque truc. Et là,
tu vois, il y avait un truc où je savais que tous les gens, tu vois, on a vendu le drop, on a fait un mini restock après le drop, on a mis que sur le lien du canal Instagram, j'ai dit aux personnes et je vendais les mêmes produits qu'au drop 1 et c'était 3 jours après que les gens reçoivent leur commande. On restock le truc, on sold out en 10 minutes, 50% de taux de récurrence. Donc je me dis, putain, les gens ils ont vraiment kiffé le concept, les gens ils sont à fond dessus. Donc la grosse strat qu'on a mis en place, c'est que là on a fait un gros truc d'affiliation où en gros, deux trucs. Là, dans 5 jours, tu as une version gratuite de Arantul qui sort. En gros, tu peux télécharger l'app, tu te connectes à l'application, tu as des premières missions à faire. Ces premières missions, elles te permettent de débloquer des skins. Ces premiers skins, bah, tu n'as pas besoin de vêtements pour les activer. Tu n'as que 3 niveaux. Mais surtout, si tu passes au level 3, tu gagnes un accessoire gratuit. La capuche cagoule que j'ai posté sur Twitter. Tu la gagnes Ah, gratuite. Mais nice. sauf que, Ah, c'est sauf cool que ça. tu la gagnes gratuite, tu rachètes le jour du drop. Sauf que le jour du drop, le produit moins cher que tu peux acheter, c'est un t-shirt. Le t-shirt, je fais du x4, x5 dessus. Donc en fait, le t-shirt, il me coûte 9 balles. Je le vends 50 balles. Donc je marche à 41 dessus. Et la cagoule que je vais donner gratuitement, en réalité, elle me coûte 6 euros à faire. Donc tu vois, donc tac. Et tu prends tous les gens comme ça. Et en gros, les gens, ils voient ton contenu, ils passent du temps sur l'app. C'était un moment, je discute, ils faisaient des emails, ils me disent, ouais, les emails, il faut leur faire lire des histoires. Au moins, les gens, ils passent du temps à lire tes emails, ils passent du temps avec toi. Je leur dis, attends, les frérots, on a fait une app, j'ai dépensé 300 000 euros sur une app. Venez, on les fait aller aussi quand même sur l'app plutôt que juste aux clients. Et du coup, ça, c'était la version gratuite. Mais je me suis dit, putain, encore mieux. Si là, en fait, j'ai 3 clients qui ont reçu le produit, le vêtement le plus dingue qu'ils ont jamais reçu de leur vie. C'est la plus grosse qualité qu'ils ont reçu de leur vie. Et l'expérience qu'on a fait, c'est la plus grosse expérience. Ils sont tous fans de l'expérience. Je vais faire. Ces mecs, ils sont ravis de l'app. Ils ont tous des potes. Théoriquement, s'ils ont des potes, c'est que leurs potes, ils ont les mêmes délires qu'eux. Donc, ils peuvent venir convaincre leurs potes. Donc, j'ai fait un truc d'affiliation. Tu as un code affilié, tu envoies le code à tes potes. Si tes potes ils s'inscrivent à l'app, bah, tu gagnes de l'X sur ton compte. Et ensuite, on a créé un algo qui permet de détecter que si drop, toi, imagine, tu as ramené 5 potes. Tu as 5 potes qui sont inscrits à l'app et tu as 5 potes qui sont à l'app. Potentiellement, ces 5 potes, ils sont inscrits à l'app. Donc, ils ont fait les 3 levels. Donc, déjà, ils ont potentiellement un truc gratuit. Donc, il va être encore plus déter pour acheter un vêtement le jour du drop. Et en plus de ça, toi, si tu as 5 potes inscrits à l'app, pour chaque pote qui passe à l'achat le jour du drop, si toi tu passes à l'achat, tu gagnes un objet gratuit physique. Genre une chaîne, un bonnet, une casquette, une cagoule. Des trucs qui me coûtent 5 balles à faire, sauf que ça sera vendu sur le site 60 balles. Du coup, tu as l'impression d'avoir un truc gratuit. Et du coup, au final, là, on lance ça dans 5 jours. Et tu as déjà 6 mecs aujourd'hui qui étaient dans leur ville à pancarte devant leur lycée en train de convaincre des mecs d'acheter du Arantuil au prochain drop. Tu vois? Ok, ouais. Ok, ok, je capte. Mais finalement, c'est fou parce que dans ta stratégie, là, j'ai l'impression que, en fait, tu développes encore de nouveaux systèmes pour créer encore plus d'engouement. Mais finalement, voilà, tu avais déjà 50 000 inscrits, il me semble, ou même plus pour ton premier drop. Tu pourrais te dire, bon, bah vas-y, je continue avec juste cette stratégie-là. Et puis peut-être que je vais monter jusqu'à 100 000 inscrits, 150 Non, 000 non, inscrits. mais non, parce que c'est trop fort d'avoir. Parce que toi, tu as un taux de récurrence haut, donc ça veut dire que chaque client acquis est fort, et un client acquis qui est convaincu par ses potes, c'est encore mieux. Et après, le pote, quand il a convaincu ses 5 potes d'acheter, en fait, sur l'app, le jour du drop, quand les gens ils vont recevoir, tu as les clans qui vont sortir. Donc les gens, ils vont jouer entre eux, ils vont recevoir des clans. Et du coup, au prochain drop, bah, tu vas avoir 2 potes qui vont vouloir racheter. Tu vois, tu as 50% de taux de récurrence. Donc tu peux dire que sur 6 potes, 50% vont racheter. Attends, s'ils font tous pareil, que tous ils peuvent gagner des récompenses de ouf, si tous ils rachètent, bah tu dis à tes potes, c'est bon, les frérots, le t-shirt c'est 50 balles, il est d'art de ouf. Tu vois, c'est un vêtement. Les vêtements, dans tous les cas, c'est cool d'acheter le vêtement. Donc, tac, tu convaincs Ouais. tes potes de tous racheter. Et après, tu fais des missions par ville. Et au moins, ça fait un groupe de potes dans la ville. Tu vois, tu crées une communauté sur tout ça. Et du coup, c'est comme ça que tu propulses ton taux de récurrence. Et franchement, si j'avais dû faire la même stratégie, ça m'aurait fait chier de ouf. Je me serais ennuyé. Tu vois. Ouais. Donc, Bon, les gars, le poteau est beaucoup trop loin. Le poteau est beaucoup trop loin. Non, c'est vraiment très très bien, mec, ce que tu fais parce que finalement, là, voilà, je capte un peu mieux aussi, c'est le fait que voilà, tu dépensé 300 000 balles dans ta technologie pour ton app. C'est au-delà des 300 000 balles, il y a aussi toutes les unités de temps qui ont été investies dans cette app. Et en fait, c'est pas le truc juste complémentaire à la SAP. Finalement, tu vas en faire quelque chose même de vraiment central et limite qui pourrait vivre même sans le vêtement. ouais, de Et ouf. ça, c'est que ce soit une app de base. Voilà, genre, Ouais, même genre, si t'as pas de vêtements, tu peux quand même en profiter. Donc, même si tu la sépares de la marque, ça fonctionne, c'est très bien. Mais si tu as la marque en plus, alors là, tu as, tu vois, c'est ça. le Des full fois, genre, package. tu pourrais faire des missions de ouf. Genre, par exemple, si tu as fait une vidéo sur TikTok et qu'elle fait plus d'1 million de vues, tu gagnes 100 gemmes. Les gemmes, ça pourrait être une nouvelle monnaie qui pourrait te permettre d'acheter des drops exclusifs qui sont uniquement achetables en gemmes. Mais du coup, ces gemmes, tu pourrais aussi les vendre sur un truc. Donc, les gens, tu as des achats in-app, tu as des skins, tu pourrais aussi très bien vendre des skins. Tu pourrais aussi faire un abonnement ou si les gens ils prennent l'abonnement, ils peuvent maintenant créer leur propre skin. Et ensuite, une fois qu'ils ont créé leur propre skin, ils peuvent les revendre entre joueurs. Enfin, tu peux faire un truc où quand le vêtement, le mec et le vêtement, il se revend 2 fois le prix sur Vinted. Mais il est toujours level 0. Attends, un mec qui a un hoodie qui se revend déjà 2 fois le prix, s'il est level 10, le hoodie peut-être il peut le revendre 4 fois le prix, 5 fois le prix comme un NFT. Mais du coup, comment tu Hmm. transfères l'ownership? Bah, du coup, tu fais une marketplace dans l'app où les gens ils vont revendre tous leurs vêtements entre eux. Et du coup, tu touches des fees sur la revente. Enfin, il y Ouais, a 10 exact. milliards de trucs à faire, quoi. Non, non, Et, c'est très très chaud, mec. Et donc, puis, ouais, donc en fait, quand tu parles de revendre la magie, donc c'est pas que le fait de mettre des skins, c'est aussi tout ce que tu es en train de développer là bah, à côté. c'est ça. Tous les concepts.
Imagine demain Travis Scott. Travis Scott, il sort du merch et il sort des albums. Qu'est-ce qui se passe si demain Travis Scott, tu dis yo frérot, trop cool ton merch que tu sers. Viens, je t'ajoute notre texte sur tes vêtements, je te fais 10 levels sur tes vêtements, fais des skins à la Travis Scott, comme le skin Fortnite qui se rendait bien, on fait des skins en réalité augmentée. Tu crées une appli Travis Scott Propulsed by Aaron Swill. Les mecs, ils achètent le merch de Travis Scott, ils sont contents, dans tous les cas, ils l'auraient acheté, c'est ce qu'ils auraient fait sans nous. Sauf que là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont connecter leurs vêtements à l'app, ensuite ils vont connecter leur compte Spotify, leur compte Insta ou je sais pas quoi. Plus ils recherchent du Travis Scott ou plus ils écoutent du Scott, plus ils vont gagner de l'XP, ils vont pouvoir farm leurs vêtements. Donc Travis Scott à l'arrange, il va gagner de plus en plus et les gens ils vont avoir l'impression d'être plus fans. Le mec qui est fan de Travis Scott, il va se dire putain, un bâtard, t'es fan aussi, attends, moi j'ai le t-shirt level 10, donc tu m'as une hiérarchie sociale dans qui ou plus ou moins fan de quelque chose. Et du coup, les gens ils vont farmer, ils vont être contents. Donc Travis Scott, ça l'arrange. Et après, tu fais un leaderboard où en fonction du niveau de tes vêtements, ça donne un niveau général. Quand ça te fait un leaderboard, et les 10 premiers du leaderboard à la fin de la saison, avant le nouvel album de Travis Scott, les 10 premiers, je sais pas, ils sont invités au concert en loge. Mais c'est des mecs qui ont, je sais pas, ils ont mis du Travis Scott en replay toute la journée, ils ont acheté tout le merch, ils sont venus à chaque concert, ils ont repartagé chaque story, tout ça. Et toi, au final, soit tu vends la solution à Travis Scott, pas de souci, moi c'est gratuit, juste te prends 1% sur chaque vente. Et après, tu fais la même chose avec Ronaldo, tu fais la même chose avec Messi, tu fais la même chose avec, je sais pas, tu pourras, les élections américaines, tu peux très bien vendre des t-shirts, ou tu scannes le t-shirt et tu vois si tu votes, pourquoi je dis Le Pen ou comment ça, ou Mélenchon, ou si tu votes Trump ou Kamala Harris, et t'as le délire des donneurs, plus t'as donné, plus voilà. Ou alors, je sais pas, Trump, il fait une application, t'achètes le merch de Trump, plus tu vas richir les TikTok de Trump, plus tu vas partager, plus tu vas faire de la propagande pour Trump, plus tu vas monter ton niveau, tu vas avoir le skin ultra fan de Trump. Et miskin, c'est là, juste avant les élections, tu fais partie des 10 mecs qui ont plus partagé, tu gagnes un meeting avec Trump. Et Trump, ça l'arrange. Dans tous les cas, il vend du merch, donc il a des revenus, et tu dis, frérot, on prend 2% de tes ventes. Ouais. Et du coup, tu fais ça à tout le monde, et toutes les industries, tu fais ça avec des voitures, je sais pas, tu peux faire ça avec des agents immobiliers, le mec qui a vendu plus d'immeubles, le mec qui a vendu plus de cas sur sa boutique, tout, tu vois. Donc, mais c'est pour ça qu'Aaron Schwill, c'est le client de la tech. Nous, je fais ça avec mes vêtements à moi. Et ensuite, la tech, je sais pas encore comment je vais l'appeler, il faut que je trouve. Et on fait ça avec tout le monde. Mais d'abord, si tu veux, j'ai un contact j'ai une meuf qui est dans le label 9 de I là, elle est chef de projet, je sais pas, peut-être ça pourrait t'intéresser. Ouais, de ouf. Avec plaisir. Je pense que tu pourrais t'affaire avec eux. C'est très lourd, mec, c'est très très lourd. Il y avait une question de Denzel là, et d'ailleurs je vous invite à tous, s'il vous plaît, à faire comme l'autre fois, vous cliquez sur mon profil et vous allez juste repost le Ecom Talk, s'il vous plaît, parce que ce que nous donne Andrea là, c'est vraiment super intéressant. Il donne vraiment beaucoup de stratégies, il a donné vraiment beaucoup de value. Donc si vous pouviez partager ça, ce serait vraiment super. Andrea, il y a une question. Comment on voit les commentaires? J'arrive pas à voir. En fait, c'est tout simplement quand tu cliques en dessous quand tu cliques sur le space, en dessous, bah t'as les commentaires. Mais il y en a pas eu beaucoup, mais il y en a un de Denzel qui demande as-tu des usines à conseiller en Chine? C'est compliqué d'en trouver une de qualité, je trouve. Bah envoyez-moi un DM et je peux envoyer des usines. En vrai, moi je partage tout, je m'en fous. Voilà, donc Denzel, tu peux lui écrire et il va repartager. Ouais, je t'enverrai, tu m'écris, si je réponds pas, tu me relances tu m'harcèles et tu me dis que je suis un connard et que je réponds pas, et au bout d'un moment je répondrai, je te l'enverrai sans problème. C'est ça que j'aime bien avec toi, mec. T'as l'air vraiment genre, voilà, tu veux pas te jouer comme étant quelqu'un d'accessible, tu l'es vraiment et tu es un mec chill qui se prend pas la tête, quoi. Ouais, Ça, c'est vrai. Bah écoutez les gars, n'hésitez pas si vous avez encore des questions parce que là il me semble qu'on arrive quand même vers la fin, sauf si après bah Andrea tu voudras là il y a quelqu'un qui veut monter, si tu voudras. Moi en fait pour juste terminer sur la partie stratégie, j'aimerais que imaginons tu dois expliquer à quelqu'un comment il doit réfléchir lorsqu'il doit, c'est ça finalement qui est intéressant, c'est comment tu dois réfléchir pour faire une bonne stratégie. C'est quoi une bonne stratégie, comme voilà, je sais pas si tu captes un peu ce que je veux dire. Par exemple, ok, ben mec, si ça c'est ton objectif, tu vas faire ça pour que ça soit ton. Enfin, tu vois, je sais pas comment dire. Bah, je dirais, si tu veux vraiment réussir ton objectif, la meilleure manière, c'est que ce qui t'intéresse, c'est l'objectif et pas ce que te permettra de faire l'objectif. Ça, déjà, je pense que ça va faciliter beaucoup la chose. Genre, si ton objectif, c'est de vendre plein de produits pour être riche, avoir d'argent et aller à Dubaï, bah, au final, tu seras moins motivé parce que le but, c'est l'après. Ce qui motive, c'est pas réellement de vendre des produits. Tu vois, je sais pas si c'est clair. Donc, ouais, donc faire en sorte d'être sûr de ce que tu veux faire. Ensuite, enfin, j'ai ma réponse, attends, faut que je trouve un truc mieux à dire. Mais, ouais, Si, par exemple, regarde, c'était quoi ton. Quand tu cogites à ton. Par exemple, ok, je vais augmenter mon taux de recurring pour avoir du client fort. Qu'est-ce que tu t'es dit? Au lieu de voilà, si donc en le fait, mec, en fait, c'est que je me suis pas si dit. tu devais appliquer ton truc au cosmétique, à une brand de cosmétiques, voilà. Voilà, ce serait quoi la réflexion? En fait, c'est ça qui est. En fait, c'est pour ça que j'ai du mal à répondre à la question parce qu'en fait, j'ai pas de réflexion, ça vient tout seul l'idée. Ouais, ok. Tu vois, genre par exemple, si je me prends les réflexions, enfin la réalité que j'ai eue là pour la truc, juste un jour, je crois que j'étais sous la douche, je me suis dit, putain, ça a l'air d'art de faire de l'affiliation. Et je sais pas, l'idée elle m'est venue, je me suis pas posé en mode, tu vois, je me pose pas devant un tableau blanc à un moment, on me dise comment je fais ça. Non, ouais, bien sûr. Tu vois, alors c'est ça pour ça, c'est dur de répondre à la question. C'est juste à chaque fois en mode,
j'ai une idée. En fait, c'est juste, j'ai plein d'idées. Et il y en a plein que je prends pas. Et juste, des fois, il y en a que je prends et je me dis, putain, cette idée, elle va être bien pour ça. Parce qu'elle permet de faire ça. Mais juste, je laisse mon flot d'idées venir et j'ai plein d'idées, quoi. Et des fois, par exemple, Logan qui est dans le call là, qui bosse avec nous, on voulait faire l'affiliation. Et à un moment dans l'affiliation, on s'est dit, on peut que le mec il clique et il voit tous ses affiliés. Et Logan, il a eu l'idée de faire un truc qu'en gros, quand le gars il clique ses affiliés, il peut encourager ses affiliés et automatiquement ça envoie une notif au mec. Et ça, l'idée, enfin, ça c'est. En fait, ouais, j'échange aussi dès que j'ai une idée, je l'écris et je parle avec tout le monde sur l'idée. Tu vois. Ouais. Mais Ok. Tu un fais autre truc, intervenir vraiment ouais, plusieurs un, cerveaux dans le process. un autre truc aussi que je fais beaucoup et que beaucoup de gens ne font pas, c'est que je dis avant de faire. Et t'as beaucoup de gens qui disent ouais, dis rien avant de faire, au moins tu choques tout le monde. Et moi je fais l'inverse. Tu vois, je dis déjà tout ce que je vais faire alors que j'ai rien fait, juste donc ça met une pression de baiser. Et je sais que si maintenant je le fais pas, je suis une salope un peu. Donc au Ouais, moins c'est je les dis ouais. deux, c'est les deux stratégies. Ouais. Non. Mais c'est ça qui est bien, c'est que toi, tu peux te permettre, entre guillemets, de le faire. C'est que, bah, comme je l'ai dit avant, tu te dis, je vais faire ça, et tu le fais. Et ça, c'est une chose très, très, très importante. Et il y a une vidéo d'ailleurs de Conor McGregor qui tourne là-dessus, où il dit, ouais, faut écouter ta putain de petite voix dans ta tête qui te dit, lève-toi à telle heure. Et que en fait tu le fais pas et tu te trahis à chaque fois et il te dit fais ça et tu le fais pas et en fait tu te trahis et à l'inverse le fait que tu te dises ok les gars je vous annonce je vais faire ça avec ma brand et que tu vas le faire de un, ça augmente la trust que les gens ont en toi, et de deux, et c'est le plus important, t'augmente la trust que toi-même tu as en Ouais. toi-même, pour toi, tu vois, et ça va te motiver et te donner encore plus la force et l'énergie d'arriver au bout, quoi. Ouais, bah, exemple, en vrai l'idée, tu vois, il y a un peu de ça, tu vois. Genre, où là, pour le deuxième drop, je me suis dit, il faut que je fasse 400 000 euros de vente. Je dis à tout le monde, j'avais 2 fois moins de temps, il faut voir comment j'étais terrifié, j'avais du mal à dormir. Je me suis dit, merde, comment je vais faire, je sais pas et tout. Et tac, comme ça, l'idée de l'affiliation, elle est venue. Mais je me suis dit, putain, mais c'est logique, j'ai un nouveau canal d'acquisition parce qu'il me faut pas. En fait, je me suis dit, ouais, c'est un peu ça. Je me suis dit, l'organique, j'ai moins de temps pour le faire, je sais pas si ça va reprendre autant, si ça va marcher autant, faut que je trouve un autre truc. Et je me suis dit, merde, comment je fais. Et tac, j'ai trouvé ça, tu vois. Ouais, que les autres Et fassent les vidéos pour toi, à la limite. ouais, c'est Ou ça. même sans vidéo, mais Mais, ok. Mais et ouais, et beaucoup des trucs, je les en fait, et beaucoup des trucs, tu vois, les ailes, je me suis pas dit au début, je vais faire des ailes et je vais faire des missions et au moins, tu vois, tout le truc que j'ai dit au début, ouais, on va gamifier, on va faire ça, au moins les gens, la relation post-achat, j'ai pas envie d'un coup d'encore, mais que ça soit une relation. Je ne savais pas ça au début. Juste, je trouve toujours les raisons après. Et après, je l'explique et je fais le mec et je dis, ouais, j'ai fait ça pour ça, pour ça. Là-bas, je savais pas pourquoi je faisais, mais c'était. Exactement. Des fois, en fait, c'est nous, on voit pas les liens, mais on les voit après Ouais. coup, en fait. Et c'est pour ça, quand le mec disait, ouais, je réfléchis toujours avant de faire, réfléchis pas, tu vois. Ouais. Bon, Fais. là, j'ai fait monter Théo. Ouais. Salut Théo. Salut Théo. Théo Serra. Est-ce qu'il peut parler? Allô, allô, Théo. Bon. Ouais. Bon, bah, en attendant, ah bah, il a quitté. Ok, bon, c'est pas grave. Rislo, j'ai fait monter Rislo aussi, qui était là Ça va ou dans un précédent Ecom quoi? Talks avec Cyril. Ça va et toi, mon gars, la forme? Tranquillement, on a écouté le space de la légende Andrea. Non, c'est toi Futur la légende. milliardaire, hein. Futur Non, milliardaire. non. C'est Ouais, vraiment, je c'est dis, vraiment une légende, frérot, hein. Respect à toi, hein. non, petit à petit, il y a encore beaucoup à faire, il y a encore beaucoup. Non, vraiment, c'est Mais bien. ça, surtout, je me souviens, au tout début, tu m'avais envoyé un message au tout début quand j'étais sur Twitter, tu m'avais dit Dar, ce que tu fais, c'était un des premiers, quand j'arrivais sur Twitter, un des premiers gros comptes que je voyais sur Twitter à donner de la force, ça m'avait fait kiffer à l'époque. Non, mais frérot, normal, avec tout ce que t'as expliqué, il y a eu beaucoup de valeur. Bon, même si c'était pas vraiment au début e-com, etc., mais il fallait vraiment écouter parce que il y en a beaucoup, ils parlent pas, mais ce que t'as traversé, il y en a quelques-uns qui l'ont sûrement traversé aussi. Et c'est ce qui forge, c'est ce qui fait les fonds pour. Ouais. Allô, frérot. Rislo, ça a coupé, je crois. C'est ce qui forge. Il y a que moi qui a bugué ou Non, quoi? ça a coupé, ça a coupé. Putain, Rislo, je commençais à devenir émotionnel là. Putain, j'allais verser ma larme. Tu m'as niqué. Tu m'as niqué, frérot. Non, mais c'est clair, c'est clair. À part ça, c'est réel. Et moi, c'est ce que je dis, c'est que finalement, il y a peut-être pas de la value qui vous est donnée entre guillemets de façon directe, en mode fais comme ça ta recherche produit, mais c'est tout dans la réflexion et dans le parcours que Andrea a eu qu'il faut s'inspirer, qu'il faut réfléchir, il Ah faut se ouais, dire ah ouais, ok, en fait, c'était ça la cogite. je fais un truc tellement différent que ce qu'on fait, genre si vous lancez à vouloir faire un truc comme moi demain, bah, il y a un an, vous allez faire rien et pas chiffrer parce qu'il va falloir build. Je suppose que c'est pas le but de tout le monde, c'est pas le but de tout le monde ici. Donc entre guillemets, la seule value que je peux donner, c'est comment je fais mon truc et du coup, vous n'allez pas faire la même chose que moi, mais du coup plus ma réflexion derrière et tu vois, et moi au final, c'est pour ça que si je suis devenu sur Twitter et moi, j'ai un truc où tous les potes que j'ai en termes de business, j'ai des mecs qui font que de l'art, qui ont zéro notion business, des mecs qui font de la SAP et qui ont un peu une notion business, des mecs qui ont une notion business et qui font pas de SAP et des gros, enfin, et des mecs qui sont que dans l'illégal, que dans le scam, tout ça et tout. Et du coup, au final, j'adore prendre de tout le monde et prendre des conseils de tout le monde
Et après, moi, je connais mon produit, donc je sais ce que je vais réappliquer. Mais je trouve ça trop génial. Genre, un jour, je sais pas, discuter avec un boulanger pour qu'il m'explique comment il a tout niqué en faisant du pain. Ce serait trop d'art. Je suis sûr, il y a un truc que je peux réappliquer. Juste pas tout. Mais j'adore prendre de tout le monde et je trouve que c'est trop d'art de prendre de tout le monde. Ouais, clairement. J'ai refait. Rislo est revenu. Rislo. La connexion de gitan, frère. Ouais, comme je disais, t'allais me faire verser une larme, frérot, et ça a cut. J'étais deg Ah là. non, Tu m'as cut mon moment émotion là. j'ai oublié mon pote, mais je crois que je disais un mot que En ce qu'il gros, tu avait dit, disais c'était que vraiment... ça forge, tu vois, ce genre de parcours. Exactement, Ouais. ça forge. C'est des vraies choses à parler parce que, comme on dit sur les réseaux, tout le monde parle de, on va dire, de ce qui est positif, mais personne ne parle vraiment de ce qui est négatif. Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair. Après, en même temps, tu vois, il y a eu du négatif, mais je le ressens même pas parce qu'au final, moi, je suis hyper honnête sur les réseaux et je vais jamais parler du post que je n'ai même pas l'impression d'avoir. Tu vois, j'ai même pas l'impression d'aller, de souffrir ou de me sacrifier. Genre, franchement, honnête, je le dis toujours, je pense que je suis le mec le plus heureux du monde. Je suis trop content dans toute ma vie, tous les jours. Je pense que je suis trop content tout le temps. Genre, franchement, donc, tu vois, il y a du sacrifice, mais même pas en soi, quoi. Mais c'est bien parce que Ouais. t'as là une vraie perception, mais genre vraiment, la personne que t'as, c'est vraiment genre 1% des personnes. La plupart des personnes, eux, ils pensent que, genre, actuellement, ils souffrent, tu vois. Genre, en mode, eux, ils se disent que, ok, je dois souffrir pour atteindre la meilleure version de moi-même. Alors qu'au final, non, c'est pas de la souffrance, tu dois kiffer ce passage-là. Mais la plupart des Ouais. personnes ne kiffent pas ça. Ouais, mais en fait, mais il y a un sens. Par exemple, tu vois, à l'époque où je faisais beaucoup, je me disais, il faut que je souffre. Tu vois, je faisais mes séries, mais jusqu'à la fin, j'allais 2h30 par jour. Mais en fait, je souffre, mais je kiffe ça. Du coup, au final, c'est plus de la souffrance. Tu vois? Exactement, mais après, en fait, ça dépend comment tu le perçois. Il y a la souffrance physique, souffrance mentale, mais après, il y a des gens vraiment genre, ils se font du mal à eux-mêmes, genre que ce soit mental ou émotionnel, etc., pour atteindre leurs objectifs, alors que, en vrai de vrai, genre, se faire du mal, genre, par exemple, il y en a qui, je sais bien, qui s'insultent, qui se mettent vraiment dans des bad moods, en se disant, ouais, je dois vraiment me faire du mal pour pouvoir réussir, alors que, frérot, tu te fais juste du mal un jour ou l'autre, tu vas craquer, frérot, on va te voir en pleurs dans un coin et c'est tout ce que tu vas avoir. Ouais, mais c'est quoi, toi, moi, c'est un truc où même ça me semble tellement logique pour moi. Genre, je suis tellement plus heureux en rentrant à 3h du matin, éclaté, fatigué, en me disant putain, j'ai bien avancé sur ça, tac, 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 demain je vais faire ça. Et le matin, je me réveille et je suis éclaté, mais je suis content de me réveiller pour aller taffer, plutôt que de rentrer à 18h, aller voir mes potes pour prendre un verre, et le matin aller au taf à 9h. En fait, je sais pas, c'est heureux, mais je trouve ça ennuyant d'être épanoui. Enfin, je trouve ça trop ennuyant, genre. Je Tu vois, vois il y ce a que pas tu veux dire. le stress et l'adrénaline, c'est d'art de ouf. Et en fait, être heureux, je sais pas, c'est trop ennuyeux. Enfin, c'est peut-être bizarre la manière dont je réfléchis. Peut-être après, je vais prendre ma maturité un jour et je verrai plus comme ça. Mais j'ai l'impression d'être heureux, avoir une vie paisible, saine et tout. Et c'est ça, t'as là les mecs. Des fois, je vois sur Twitter des mecs qui disent ouais, j'ai fait 25 millions d'euros, maintenant je me fais chier, je sais pas quoi faire. Bah, parce qu'il y a, tu vois, parce qu'il y a ce truc, ouais, ça me fait. Dans le fait de grind, il y a du plaisir de ouf. Je trouve que tu as de la maturité dans ce que tu dis justement. Parce que tu as compris l'essence même de ce que tu faisais. Il y en a beaucoup qui n'ont pas justement cette maturité de réfléchir comme ça. Parce que comme tu dis, hein, il y a des gens, ils ont fait, moi j'en connais, hein, il y en a qui ont fait des millions, maintenant, bah, ils ont acheté leur quatrième Lambo, ils sont malheureux, ils sont pas bien, parce que tout ce que leur seul on va dire, objectif, c'est d'acheter du matériel. Je me rappelle au début, tu disais que t'étais pas du tout accro, voire pas du tout accro au matériel. Il y en a peut-être qui se disent en mode ouais, non, c'est un mytho, machin. Non, 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 les gars, il y a vraiment des gens, genre, c'est pas ça leur essence. Et d'ailleurs, c'est même vrai. Ouais, de fou, bah, c'est en vrai, genre, sur la boîte, on a presque 7 chiffres de trésor et je me verse zéro salaire. Et je m'en fous, genre, rien. Franchement, je pourrais me verser 10 000 euros, 15 000 euros par mois, les investisseurs, ils diraient rien. Mais je m'en fous, tu vois. Toi, t'as un autre level, frère. Au moment où t'as ton SVJV12, je la veux, frérot. Moi, je m'en fous. Tu vois, C'est genre, clair. par contre, avoir la trésor dans la boîte et demain pouvoir, genre, engager, genre, une nouvelle équipe pour faire un nouveau truc, là, je vais kiffer de baiser de se prendre de l'argent comme ça. Mais après, t'as la vraie mentale pour perdurer, en fait. T'as déjà ce déblocage mental, genre qui va te faire durer sur la durée. T'auras une vraie longévité. Waouh, compris. J'ai oublié. Longévité. Ah, mais moi, j'arrive plus. Ah, je sais plus, soit tu seras là dans longtemps, frérot. C'est tout. Ouais, c'était longévité. Ok, ouais. Ah non, longévité. Putain de merde. On est parti en couille. Oh, le club des cassos, frère. Non, vraiment, Mais- franchement, c'est fort ce que tu as dit, André. Vraiment, c'était vraiment bien. T'as dit des choses qui sont. Normalement, il y a des gens ici, dans leur cerveau, il y a eu un tilt. Soit des gens, ils ont dit, il est complètement timbré, ce type-là, je me casse du space. Soit les dagues, ils ont dit, ah ouais, c'est puissant. Ah, c'est sûr, c'est sûr. D'ailleurs, il y a Nelim là qui est arrivé. Je pense qu'il s'est dit la même Ouais, chose. Nelly, ouais. Je pense que c'est exactement ce qu'il s'est dit. Et Nelly, viens de me raconter comment tu t'en fous de l'argent, toi aussi. Viens, viens, viens. Bonsoir à tous, ça va?
Ouais. Merde. bien, Attends, il quoi. s'en fout de l'argent alors qu'il a une pâtèque Non, et une embauche, Nelim, je vais pas. frérot. Nelim, c'est un mec passionné, il fait pas ça pour l'argent. Lui, Non, ce qui mais l'intéresse, c'est c'est pour le l'image. Mais en vrai, moi, j'en vois productivité. les couilles. Pour l'image, c'est tout. On va les couilles sinon. On m'en fout de l'argent, les frères. Je dis pas du tout pour ça tous les matins, je me réveille pas en pensant à ça, pas du tout. Rien à voir. Rien à voir. Je suis comme Andrea, moi. Je suis comme Andrea, je suis un vrai passionné de build des projets long terme. Oh, ouais. Tu vas l'accompagner pour le second drop? Bah évidemment, tu rigoles. En tout cas, s'il m'appelle pour mon expertise, évidemment, avec grand plaisir. En vrai, c'était une bête pour le coup, c'était une bête d'expérience, tu vois. Ah ouais, pourquoi? Bah écoute, parce que ça change quand même de ce que moi j'avais l'habitude de faire, tu vois. Et donc, et surtout, en fait, tu vois, Andrea, c'est un mec que j'ai rencontré à l'époque. Il était au début de la Kemar, tu vois. Et du coup, enfin, je vais pas dire que genre, je l'ai vu grandir, ce serait hyper faux et hyper arrogant, mais je pense l'avoir aidé à plusieurs quand même Ouais. étapes clés, tu vois. Et donc, du coup, arriver au finish, tu vois, et de voir que ça fonctionne, que ça prend, que ça fait les chiffres qu'il faut que ça fasse, c'était beau à voir, tu vois. Et en vrai, de vrai, pour le coup, c'est un mec que j'ai vu en visio, je sais pas combien de fois, avec Berne frissondé jusqu'au sol, tu vois. Le mec, il dormait pas, il s'est mis à fond là-dedans. Et forcément, de le voir réussir à la fin et atteindre ses objectifs, ça faisait trop plaisir. Et franchement, il le mérite plus que beaucoup ici, je pense, tu vois. Voilà, Merci, c'est mon frère. magnifique. Merci, mon frère. Avec Mais plaisir. non, et surtout avant le drop, juste avant le drop, il m'a appelé, je lui ai montré un truc pour l'appliquer sur l'app, il m'a rose de baiser pendant 1 heure. Vous en 30 minutes, c'était trop tard. Ouais, alors, ouais, Quand ouais. je m'ai appelé sur l'app, mais je kiffe trop. Moi, quand les gens ils se remontent des Become Talks. Ouais. Ça, t'es Ouais, parti en couille, toi. Et quand j'appelle les gens, ils me disent que tout est bien. Bon, c'est marrant, ça fait plaisir à l'ego, mais ça change pas. Mais quand je l'appelais avant l'app, il m'a dit rien va, frérot. J'étais en mode ok, c'était trop tard. ouais, mais non, mais Incroyable, besoin de Twitter quand même, parce que t'as eu quand même beaucoup de personnes qui sont venues t'aider. C'est vraiment abusé quand même. C'est vraiment fort quand même quand les choses arrivent de façon positive, en tout cas sur les réseaux sociaux, c'est rare. bah, Bah, parce tu vois, qu'Andrea, quand même, il a cette énergie, il arrive, c'est quand même une de ses qualités, je trouve, et c'est une des meilleures qualités pour un leader, tu vois, c'est d'avoir cette capacité à avoir une énergie et à ramener les gens dans son énergie, en fait. Et c'est, je pense, sa plus grosse qualité, c'est qu'en fait, quand tu vois que le mec, il se tue au Red Bull du matin au soir, tu peux pas le laisser galérer tout seul. Tu es obligé de te dire, ouais, ce mec-là, bon, vas-y, il est starbé, il prend un peu trop de cocaïne, mais je vais quand même aller l'aider parce que voilà, non, il y a pas il de est trop cocaïne, ça dedans, va, ça quoi. va aussi. Non, Mais, il y a d'autres pilules, mais Il y a pas des pilules Non, de par casser contre, les par frères. contre, ça, Ah, quand je j'ai te voyais vu. prendre tes packs, prendre de la Ritaline, le frère. vu sa trousse, c'est un arc-en-ciel dedans. Il y a des pilules de toutes les couleurs, les frères. Il y a de quoi non, passer mais une par contre, excellente soirée dedans. frérot, ça, t'as pas peur un peu, frérot? Parce que genre, tu bois du Red Bull, hein, putain. non, mais en vrai, j'écoute mon corps et tu vois, faut pas se poser de questions. C'est comme dans le business. Je t'avoue, j'ai vu des vidéos de toi, frérot, j'avais un petit peu peur pour toi, je me dis, wesh. Non. Je me dis, j'ai une bonne santé, j'ai un bon cardio et ça passe quoi. Ah voilà, mon frère, demande la Mais sponsor à Red Bull, hein, parce que là, c'est chaud. Red Bull 0 ou même pas? Ah, mais je peux pas envoyer de photos, mais là devant moi, j'ai 3 Red Bull vides. Ouais, mais c'est Red Bull 0 ou plein de sucre? Ah, mais sucre, ça change pas. Enfin, ce qui est important, c'est. Non, c'est plein de sucre, hein. C'est ennuyant, c'est pas de sucre. Frérot, demande une sponsor à Red Bull, frérot, demande, parce que là, c'est trop. Ouais, faut que tu te fasses sponsor, go. Faut que tu te Ah, fasses sponsor. et tu sais que Red Bull donne des ailes, ça passe tellement mieux avec tel bon concept. Ah, c'est Putain, clair, j'avoue. c'est clair. C'est sûr, franchement, si on est vraiment dans une simulation et que la simulation, elle entretient ce qui a le plus de chances d'être entertainant, mec, c'est sûr, tu vas finir par faire une Donc collab demain, il avec va Red nous le Bull. dire, il va nous faire un truc. Ouais, les gars, après le spray, Red Bull m'a contacté. Ouais, mais attends, Je te d'ailleurs, jure. vous qui êtes chaud, je vais vous poser une question, vous me dites. Tout à l'heure, je faisais un calcul. Genre, pour 127 € de spend, ok, sur Pinterest, et ça, là, Ouais. tu vas répondre aussi, il y a 1719 clics vers le site. Ok. Donc, et 50% s'inscrivent à la liste d'attente. Ça fait 850 personnes. Potentiellement, d'après les chiffres que j'ai eu au premier drop sur la liste d'attente, 10% des gens vont acheter. Donc, ça fait 85 personnes. Le panier moyen, c'est 100 €. Il y a une récurrence de 50%. Donc, on peut dire que sur 2 drops, un panier moyen, c'est 150 €. Et 85 clients à 85 €, ça fait, je sais pas le calcul, mais 8000 € plus. Ça veut dire que 100 € égale 8000 €. Ça ne peut pas être aussi simple que ça. Il y a un bug dans la matrice. Bah, Non, ça n'a rien à voir, frère. Tu compares une campagne ads basée unique des images du produit à une campagne qui n'est même pas une campagne, en fait, qui est de l'organique, où en fait, il y a un humain qui incarne la marque qui est Andrea. Il y a des vidéos organiques qui expliquent le concept. Donc, évidemment, que tu vas avoir un taux de conversion plus fort sur de l'organique, comme ce que tu faisais auparavant, que sur une campagne ads. Ça, Mais ça à c'est quel clair et net. mais à quel- mais Maintenant, plus- maintenant, les stats, elles sont quand même excellentes, tu vois, malgré tout. Mais ce sera pas 10% de buyers, tu vois. Ce sera genre combien? Bah, je sais pas, je suis pas devin malheureusement, mais ce sera pas autant, tu vois. Ça c'est sûr à 100%. Genre. En fait, ce que je suis en train de me dire, c'est que pour le drop 2, j'ai envie de. Pour le drop 2, si on vend tout, on va faire 420K de CA. Et 420K de CA,
net de data, on est à 272 hors coût marketing et hors coût équipe, on est à 272 000 de bénéfices. Et donc, en fait, je me dis, c'est trop. En fait, l'avantage que moi, j'avais pas. En fait, l'avantage des ads que j'avais pas avant, c'est qu'en ads, du moment que j'ai des chiffres, je fais une campagne, du coup, j'ai des chiffres et je sais, bah, sur ton stand, que, en fait, du coup, ce pourcentage que là, je sais pas, bah, je le saurai. Et du coup, c'est trop tard parce qu'en fait, aujourd'hui, je me capte, tu vois, je fais mon deuxième drop, j'ai fait que 4000 pièces parce que je dois sold out. Je sais pas combien je vais faire d'avance en organique, donc je prévois. Mais si demain, j'ai toutes ces stats, sachant que j'ai une trésorerie de fou et que le produit va plaire et qu'il est nouveau et que je suis le seul sur le marché à faire ce produit, ben, je sais que si je pinde 200K en ads, je vais vendre 30 000 produits, donc je peux faire un drop 3 où je commande 30 000 produits de stock. Donc ça tabasse d'avoir cette stat. Du coup, là, j'ai trop envie pour ce drop de spend, je sais pas, genre 50K d'ads. J'ai large la trésor pour le faire. Au moins, je ramène un max de gens. Je fais une hype de fou en plus de l'organique. Et le jour du drop, je vois bah, ces chiffres que bah, tu as X de CPC. Après, je les comprends pas tous les chiffres, mais tant de personnes qui s'inscrivent, toutes les personnes qui cliquent, tu as 50% qui s'inscrivent. Sur les 50% qui s'inscrivent, tu en as 2% qui achètent à un panier moyen de ça. Et au moins, en fait, l'avantage des ads par rapport à l'organique, c'est que tu peux prévoir combien de vues tu vas faire, combien d'impressions tu vas faire. Du coup, ça tabasse de fou quand tu es une marque qui fonctionne sur des drops pour prévoir les stocks et optimiser ton chiffre d'affaires. Parce que c'est ça qui est trop chiant, c'est que tu peux jamais prévoir le stock à l'avance et donc tu perds ton manque, quoi. Bah, Oui, ouais. en vrai de vrai, ouais, mais après, attention tu vas quand même essayer de gérer ça pour pas balancer du cash, quoi. Ah oui, mais dans tous les cas, c'est pas moi qui gère le media buying, c'est pas moi qui gère, c'est Mais t'as des bien grosses brands optimisé. qui font ça au Black Friday, ils bombardent les ads, après ils récupèrent tout par les mails, etc. Donc faut voir comment ça marche. Mais tu peux faire ça, mais faut pas faire gaffe de balancer trop d'ads pour rien, quoi. Ouais. Ouais, moi je pense que ce sera jamais perdu pour lui, mec. Ce sera jamais perdu parce que même si vu que sa brand, elle va vraiment durer, il y a des types qui sont moyens chauds, ça se trouve, ils vont se chauffer quand ils vont voir qu'il y a un mouvement qui se crée autour. Il suffit qu'ils voient genre 2-3 réels et c'est terminé, tu vois. Ah ouais, de ouf. Moi, je me dis, en fait, du moment que j'ai ces chiffres-là, en fait, j'ai envie de spend un montant conséquent pour avoir ces chiffres-là. Et ensuite, ces chiffres-là, je les réapplique et les produits ils resteront pareils. On vous dit avec une cagoule que la couleur elle change, la forme elle change un petit peu, ils se vendra pareil. Les skins, ça se vendra pareil, tu vois. Enfin, même mieux, la marque ne peut qu'évoluer. Donc, les chiffres que j'aurai là, qui n'est pas du coup d'un hype construit, qui est du coup de artificiel vu que tu payes pour, les chiffres ils pourront aller qu'en mieux vu que le produit et la tech vont s'améliorer, la hype va s'améliorer. Donc, c'est trop cool. Au moins, je peux prévoir mes drops et je peux commencer à faire des vrais drops. Ça, sachant que j'ai une trésor de fou que je dépense pas. Je peux faire des vrais drops et pas faire des drops à juste 300 000, quoi. Ah oui, clairement. Ouais. Ça, c'est sûr. Des drops à 1M, Bah ouais, à 2-3M même, ça tabasse. Tu vois, 1M, 2M, 3M, 4. genre, s'il faut mettre Ouais. 100K de ads, demain matin, je peux les mettre vu que j'ai la trésor pour. Juste, je sais pas ce que ça va donner pour, mais du coup, c'est ça l'avantage, quoi. T'attrapes tes media buyers, frérot, tu leur fais faire un petit peu de magie. Bah ouais, mais. On fait, hein. Mais, Andrea, on avait une question, il y avait une question là qui vient d'arriver. Pourquoi tu as privilégié l'email list à la SMS list pour les drops? non, on fait les deux, juste envoyer 60 000 SMS, ça coûte une blinde. Du coup, on fait juste avant le drop, on envoie un SMS aussi. Mais je vais pas envoyer je vais pas dépenser 3 000 euros d'SMS tous les lundis, quoi. Voilà, la réponse est là. Je fais les deux, je prends SMS et numéro. Ok, bah écoute, moi j'aurais une dernière question à te poser qui Ouais. serait, on va dire, ouais, pour tous les jeunes entrepreneurs qui nous écoutent ce soir. Voilà, quel serait le mot, la chose que tu aurais à dire, le conseil en fait finalement que tu aurais à donner? Oh, je suis nul à ça, on dirait les mecs de Conseil ultime, mec. on dirait les mecs de Du Red l'annonciation, je Bull. suis nul à ça. Mais je sais pas, amusez-vous, quoi. Bah voilà, ouais. Genre, prenez du kiff, amusez-vous, et si vous prenez du kiff, que vous amusez et que vous êtes un minimum intelligent, il y a toutes les ressources dont vous avez besoin sur internet, et du coup, après, ça vous ferait du sale, quoi. Mais si vous amusez pas et que vous souffrez à chaque truc ou que ça vous fait chier, bah, vous kifferez pas, quoi. Donc, Ouais, finalement, c'est comme bosser pour quelqu'un dans un taf de merde, sauf que tu bosses pour toi-même dans un taf de merde. tu peux pas apprendre. Quelqu'un qui va réussir, c'est forcément quelqu'un qui est intelligent. Moi, je peux pas le dire, soyez intelligent, le mec il l'est ou il l'est pas. Avoir les techs, bah, je sais pas, je t'achète une formation, tu regardes sur internet, tu t'apprends. Et juste ensuite travailler dur. C'est fait miskin de dire travailler dur, et bien sûr qu'il faut travailler dur. Juste, je pense que le truc qu'il y a, c'est amusez-vous et faire un truc qui vous plaît. Parce que si t'es là et tous les jours tu te lèves et tu dis, oh, fais chier, il faut vraiment que je gagne de l'argent et tout, bah, ça va être dur et tu vas pas durer dans le temps. Et en fait, à la première galère, tu vas abandonner parce que tu vas dire, non, c'est trop dur. Moi, c'est une galère, je m'en fous, je sais que je kiffe, quoi. Tu vois. Donc, Ouais. Mais c'est ouais, vraiment amusez-vous, important quoi. ça pour le coup, hein. Genre, c'est pas des phrases en l'air, faut vraiment retenir ça dans sa petite caboche parce que sinon vous allez faire des burn-out et vous allez vous arrêter, c'est tout. Faire le syndrome de Ouais. l'objet brillant. Là, la crypto ça explose, vous allez tous aller dans la crypto, vous allez vous Ah, casser ça la gueule au tabasse, ça cash. tabasse.
Non, c'est à ta base. La strat, il faut aller sur Pump Fun. Vous prenez sur Pump Fun tous les lâches récents, vous enlevez les snipers et vous regardez là où il y a un petit peu de la supply avec le owner, il n'a pas toute la supply. Vous mettez 10-20 balles partout. Vous prenez que des lâches récents qui ont des mots qui sont des alternatives aux récents x100 des dernières 48 heures. Vous êtes sûr de gagner l'étal. Ça va, il a dit 10-20 balles. C'est 10-20 balles, 10-20 balles ou c'est 10-20K, frérot? Non, mais non, tu mets 10-20 balles, mais tu mets sur 100 trucs différents, genre. Tu mets sur 100 trucs différents. En gros, tu mets 10-20 balles partout sur tous les trucs. Tu réfléchis pas, tu mets tac, 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 tac sur Pump Fun dès que ça sort. C'est que des projets qui viennent de naître. Faut pas qu'il y ait sniper. Il faut qu'un mot, les mots, le ticker, ça s'appelle ça. Le ticker, c'est le nom du même coin. Il faut qu'il ait un rapport avec la méta actuelle sur les derniers trucs. Tu mets 10-20 balles partout, donc 95% ils vont tomber à zéro, c'est sûr. Il y en aura un qui fera parce que c'est sur Pump Fun, ils sont pas encore sur Radium, pas encore sur Dex, pas encore sur Dextrainer. Et bon, ils sont loin des listings et tout. Et ensuite, tu es sûr de faire des tals dessus. C'est comme si vous aviez posé 10 balles sur Arentrill dans le round seed, les gars. Attention, NFA, les gars, NFA, faut le dire. Sinon, je vais te manger des trucs, Andrea. Ce n'est pas un conseil en investissement, les gars. Voilà. Sinon, ça va t'attraper la chemise quand la société, elle vaudra Après, ça va, c'est plusieurs 10-20 euros, frérot. Ça bon, tranquille. Non, mais Ouais. nous, à la levée de fonds, on prenait 20 000 euros au minimum. Voilà. Donc, un store de dropship qui pète, c'est bon, on pouvait investir dans le. To the moon, Dogecoin, to the moon. Ah ouais, mec, le 1$, il va y aller. Hein. Il va y aller, c'est sûr. C'est sûr. Bon, ce n'est pas un conseil en investissement, encore une fois. Les gars, attends, il y a Federico De Gregorio. Mais ça me dit quelque chose. Attends, qu'est-ce qu'il dit? Attendez, je le fais monter. Ah oui, d'accord, ok, d'accord, oui, il est pote avec Sam Ruben. Yo les frérots, merci de m'accorder la parole. Si tu sais juste me donner le site web là pour voir les cryptos, elles sont détenues par qui, les owners, etc. Ah, tu vas sur Pump Fun. Pump Fun. Ouais, Pump Fun, en gros, c'est un truc, c'est hyper facile. C'est en gros, en 2 secondes, tu lances ta crypto sur Pump Fun, ça coûte rien, ça coûte 10 balles, je crois. Et en gros, genre, tout clignote de partout. Le site, il est trop mal fait. Il faut juste regarder une vidéo YouTube comment ça marche. Et du coup, tu as tous les projets récents. Genre, tu as des market cap de genre 200 euros parfois dessus. Tout va aller à zéro. Juste en vrai, les prochains fois 1000, ils ont été créés là-dessus, tu vois. Par exemple, dans les mêmes coins, rien va tenir et tout fonctionne sur la hype ou alors un influenceur ou ce qu'ils appellent des cabales qui a posté sur Twitter un truc marrant ou quoi. Tu pourras jamais trouver l'origine du truc. Donc l'idée, c'est de prendre sur Pump Fun. Tu regardes qu'il n'y a pas de sniper. Parce qu'il y a un sniper, quand ça va snipe, tu vas te faire baiser tout ton truc et t'as un outil qui permet de track sur Pump Fun. Et en gros, et sur les main coins, c'est que du gambling. Et s'il suffit qu'un mec qui poste sur Twitter et tout, et les mecs sur Twitter, ils posteront que si c'est un ticker. Genre, je sais pas si récemment t'as un chat qui se branle, qui a marché, tu vois, qu'il y a une tortue qui se branle, t'achètes. Ok, terrible. Comment t'es devenu riche, papa? J'ai acheté la tortue qui se branle. Après que le chat qui se branlait, il est pump. Ouais, non, mais c'est ça. Non, mais tu vois, et la dernière fois, t'en as un, il a fait un truc, le ticker, c'est genre Epilepsy ou je sais pas quoi, et la photo de profil, c'est un truc qui clignote sa mère. C'est un dev, il a trouvé le moyen de faire en sorte que la photo de profil de la crypto, elle clignote. T'as un mec qui a trouvé ça sur Fun, il l'a posté, ça avait genre 200 de market cap, 2 jours après, c'était à 5 millions. T'imagines, le frérot, je sais pas combien il a posé, s'il a posé 2 euros, ça fait, je sais pas, fois 1000, quoi. Ok, impressionnant. Ok, ça marche, je vais appliquer ça. Si tu mets de la crypto, je te donne 2 trucs. Pars du coup l'argent que tu mets, que tu es prêt à le perdre et que ça te fait zéro émotion si tu perds parce que tu as 90% des cas où tu vas tout perdre. Et fixe-toi des heures où tu vas parce que moi je faisais ça avant. Et du coup, tu as une nouvelle crypto qui prend toutes les 30 secondes et je foutais plus rien de mes journées. Du coup, je sais que genre de 23h à minuit, j'y vais, je regarde et après je déco et peu importe s'il y a des trucs qui montent ou qui montent pas, si mon truc qui baisse ou pas, je retrouve On veut savoir si t'as gagné combien. T'as gagné combien, frérot, avec cette strat? Bah, j'ai gagné combien? J'ai posé, en gros, j'avais de l'argent d'une boîte qui avait mis, je dois avoir genre 20 000 euros de posé et je dois être à, je sais pas, 60 ou un truc comme ça. La strat du jour, les amis, la strat du jour. Voilà, les gars. Voilà, sur Ecom Talks, on apprend à faire de l'oseille. Partout, de toutes les façons. Alors, vous allez aller sur le putain de profil et vous allez repost. Vous allez repost le Ecom Talks parce que vous avez eu de la putain de valeur, Oh, les mecs. t'as mangé parce des que vous êtes reposts. sympas et- Les gens vont dire, ouais, j'ai perdu 10 balles. C'est ça, mon gars. Non, bon bah, je crois qu'on va terminer là. Andrea, merci beaucoup d'avoir passé du temps là à nous expliquer un peu tout ton parcours, tes stratégies et donner tous ces conseils. On te souhaite beaucoup de réussite encore dans ton projet, tes projets. On espère continuer à te voir et voir tes vidéos drôles passer sur X. Et voilà, mec. Encore merci. Et voilà, les gars, j'espère que vous avez kiffé. Oubliez pas de repost. Allez, follow Andrea si c'est pas le cas. Allez le faire sur Twitter, sur Insta. Et voilà, merci à tous les gars. On se revoit pour le prochain épisode. C'est quoi le prochain? C'est avec, bon, vous le saurez avant tout le monde, c'est avec Nico Creative Crafters. Oh, le bot.
Voilà les gars. Bon, ça fait super plaisir. Merci à tous. Très très bonne soirée. Kiffez la vie. Voilà, Et retenez le conseil d'Andrea. t'es chaud de faire un e-com talk, ça pourrait être d'art, ça pourrait plaire aux gens, genre niveau logistique, suivi et tout client avec Nelim. T'es lourd. T'es très, très lourd. Non, moi ça me fait hyper rire et tant que je suis heureux, ça me va. Voilà, les gars, soyez heureux, kiffez votre life, remerciez la vie, remerciez Dieu et vous kifferez votre vie parce que finalement on est là pour ça. Allez, à la semaine prochaine. Vas-y, Ciao, bisous. ciao. Très bonne Salut soirée les à gars, tous. salut, Ciao. ciao, ciao.